Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être avec nous ce soir en ce vendredi soir. Voilà, comment allez-vous? En forme, je Très bien. vois. Oui. Très Eh très ben, je bien. vois ça. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous rappelle qu'on reçoit ce soir Alexis Lebsker pour son nouveau roman qui est sorti tout juste hier. Première interview avec nous pour son roman À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. On aura la chance, vous connaissez le principe de l'émission, d'avoir une chronique de Sonia dans quelques instants. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Eh ben, il porte très très bien son titre. Là, Eh, on manque d'air à chaque page. Je confirme effectivement. Donc en tout cas, on aura l'occasion d'avoir ta chronique dans quelques instants. Nous aurons bien évidemment l'extrait de Marie, où là encore une fois, mes chers amis, j'insiste énormément. Mettez un casque parce que cet extrait vous démontrera vraiment les talents de Marie Méran, la comédienne de l'émission, à qui on fait des gros bisous ce soir. Mais voilà, pensez à mettre un casque pour cet extrait. On aura ensuite la question donc de l'invité. On rappelle qu'on a reçu ce mercredi Romain Puertolas qui est venu nous présenter son livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel. Il a posé une question à Alexis, dont Alexis aura le but du jeu sera de répondre à la question. Et puis bien entendu, nous aurons la chronique et le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alexis? Que sa plume c'est clairement pas du bluff, hein, parce que c'est ce champion de poker, voilà, il sait pas, il manie aussi, au-delà des cartes, il manie aussi très très bien les mots. Donc j'ai hâte d'aller voir un petit peu au-delà du bluff, et j'ai hâte de voir comment il concilie les deux et surtout le rapport qu'il peut y avoir entre les deux. Eh ben écoute, on verra ça donc tout à l'heure en fin d'émission. Et on rappelle que toutes les émissions, vous pouvez les retrouver en direct ou en rediffusion tous les mercredis et tous les vendredis à 19h30 sur Facebook et YouTube. Vous flashez ce QR code et toutes les rediffusions sont disponibles. Et tout de suite, on reçoit donc Alexis Lipsker. Bonsoir Alexis. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci à toi donc d'avoir accepté l'invitation d'Entre l'encre et les mots pour venir parler donc de ton livre tout juste tout chaud là qui est sorti hier aux éditions Michel Lafon. C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission. Mais avant toute chose, comment tu vas? Bien, bien, les retours sont bons. Je suis très fier de ce bouquin. J'ai pas de doute du tout, contrairement à d'habitude. Donc non, non, tout va bien, tout va bien. Eh ben écoute, en tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir ce soir. Tu connais le principe de l'émission. Le but du jeu, c'est que les gens vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, pour toi, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Alexis Lesquer pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je suis auteur depuis 5 ans, enfin 5-6 ans maintenant. C'est mon 6e roman, ce 6e thriller. Avant, j'étais dans le poker, hein, pour pas remonter jusqu'à mon adolescence, mais avant, j'étais dans le poker où j'ai fait à peu près tous les métiers. J'étais joueur pro, j'étais directeur du plus grand site de poker au monde. J'ai été directeur de casino. Voilà, pour faire un cours. J'ai écrit 4 bouquins de poker et j'ai tenu un magazine pendant 6 ans et demi, je crois. Non, un peu moins, un peu moins. Et voilà, donc j'ai fait un peu voilà tous les métiers. Et ça m'a, je peux pas dire que ça m'a amené à écrire du polar, mais disons que c'est un peu cohérent. Enfin, on y viendra peut-être un peu plus tard. Mais c'est cette espèce de contre-culture où on joue beaucoup sur le bluff, la manipulation, voilà, tous ces trucs qui m'intéressent bien, quoi. Eh ben écoute, en tout cas, merci. Donc on voit qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il y a une première question et après on parlera un petit peu de ton activité de poker. Une première question de Dominique qui nous dit effectivement pour une fois on n'a pas changé ce que tu as mis. Tu as mis Alexis retourneur de cerveau. Explique-nous un petit peu pourquoi. Ah, Pourquoi tu te... voilà, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est mon intérêt, moi, c'est de raconter des histoires qui vont un peu retourner la tête, faire réfléchir le lecteur et l'emmener dans des endroits où il s'attend pas. Et évidemment, à la fin, essayer de le surprendre le plus possible. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans un roman policier, c'est qu'à la fin, je me dis, en tant que lecteur, hein, parce que j'ai été bien sûr lecteur pendant des années avant d'écrire, et ce qui me plaisait, c'était de reposer le livre en me disant, ah, je me suis bien fait avoir. Et que la vie du livre se poursuive une fois que le livre est terminé.
que ça continue de vivre dans ma tête. Voilà, ça c'est un peu mon super objectif. Donc j'écris des bouquins comme ça, j'écris des bouquins pour que les gens passent un bon moment, se posent plein de questions et oublient les problèmes du quotidien. Et Dieu sait qu'il y en a surtout en ce moment. Donc qu'ils soient dans le bouquin et ils se disent je suis à fond dedans, quoi. Je vis cette aventure, je veux absolument savoir. Et voilà, et j'en reviens à la fin où on se dit je me suis fait berner, quoi. Ouais, en tout cas, merci à toi. Et justement, comment du monde du poker, tu t'es dit, je vais écrire un livre d'abord sur le poker et ensuite je vais passer au thriller? Le livre sur le poker, c'est parce que en fait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il n'y avait pas vraiment de forme. Il y avait plein de bouquins sur le poker quand j'ai commencé à écrire. Néanmoins, c'était tous un peu la même chose. Ils étaient tous calqués sur le même modèle. C'est-à-dire, il se passe ça, faites ça. Et s'il se passe ça, faites ça. Sauf sauf dans tel cas où il faut faire autrement. Et en fait, c'était comme des recettes de cuisine. Mais ça marche pas, ça. Parce qu'il y a tellement de combinaisons de facteurs, il y a tellement de paramètres en jeu quand on joue un seul coup, que en fait, puis on change un paramètre et la recette, elle est plus bonne. Le gâteau, il est pas bon. Donc, je me suis dit, on va prendre les choses parce que c'est pas si compliqué que ça, le poker. C'est pas être gagnant au poker, c'est pas un truc de génie, hein. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou que les gens ils n'arrivent pas à comprendre des trucs essentiels. Et je me suis dit, qu'est-ce qui les bloque? Et donc je me suis dit, on va les faire réfléchir et on va leur expliquer la logique du poker. Donc les clés du poker gagnant, c'était la machine à gagner, pardon. C'était ça, c'était faire comprendre aux gens que c'est un jeu d'intelligence et qu'au lieu d'appliquer des formules toutes bêtes, il fallait réfléchir. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à toi. Et est-ce que cette passion du poker vous a-t-il mené à une limite du raisonnable? C'est-à-dire au niveau des enjeux financiers? Ouais, est-ce que cette passion du poker vous a-t-il mené à la limite du raisonnable? Alors Dominique, si tu peux étendre un petit peu ta question de façon à ce qu'on puisse savoir. En attendant qu'il réponde, en attendant qu'il précise, je vais répondre. Mais en ce qui concerne l'argent, non. J'ai joué des grosses sommes en live, mais sur Internet, je joue. J'ai joué tout à l'heure encore. Je joue des petites sommes, mais je joue sur plein de tables. Donc, le fait que je joue sur plein de tables, ça finit par faire un gros montant. Mais l'enjeu financier sur chaque table est assez faible. Je joue peu. Là, c'est un tournoi que j'avais gagné, mais je joue assez peu de tournois. Donc, non, je suis assez raisonnable. Et en termes de temps, parce que c'est très chronophage. Là, j'ai été obligé d'y consacrer beaucoup de temps et j'ai été obligé d'abandonner ma carrière de joueur pro à cause de ça, parce que c'était très chronophage et que j'avais un petit garçon qui venait de naître. Donc, voilà, c'était au détriment de ma vie personnelle et voilà, je le souhaitais pas, quoi. Donc, je devais abandonner le poker m'a rattrapé, mais du côté industrie, ce coup-là. D'accord. Alors effectivement, Dominique précisait qu'effectivement, elle pensait aux personnes qui deviient addictes au jeu. Voilà. On va pas passer la soirée là-dessus, mais non. Il y a des problèmes d'addiction au poker. Hein, c'est une vérité. Il faut y faire très attention. Il faut vraiment se prémunir là-dessus. Si vous voulez jouer, il faut prendre des précautions. Mais c'est pas non plus. C'est le premier truc auquel on pense quand on joue pas. Mais les joueurs, ils savent qu'il n'y a pas énormément de problèmes d'addiction. C'est quand même une grosse minorité de gens, quoi. Je veux dire, une toute petite minorité de gens. Les vrais gros problèmes d'addiction sont très très rares. Ouais. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions concernant le poker. Mais on rappelle effectivement que tu es avec nous pour parler de ce livre à tout aux éditions Michel Lafon, qui est tout chaud, tout frais, comme on dit. Hein. Tu parlais de recettes de cuisine il y a quelques instants, parce qu'il est sorti hier. Donc vraiment, merci à toi d'accepter de venir faire cette première interview chez nous. Mais avant d'avoir écrit ce livre, tu l'as dit tout à l'heure, tu en avais écrit 6 et tu avais commencé avec celui-ci justement et avec Votre Esprit, toujours aux éditions Michel Lafon. Est-ce que tu peux, dans l'ordre, nous les présenter rapidement en quelques mots? Avec Votre Esprit, c'était un peu le trait d'union entre ma carrière polar que j'espérais et puis ma carrière poker qui s'aboutissait pas, mais que je voulais transformer, on va dire, puisque ça parle un peu de poker. C'est le personnage principal est un ancien joueur de poker professionnel, mais c'est un enquêteur. Ça parle pas du tout de poker de partie ou quoi que ce soit. C'est un enquêteur professionnel, un enquêteur qui a ce background de joueur de poker. Et ça l'aide à réfléchir, et il réfléchit comme un joueur de poker. C'est tout à fait authentique. Les joueurs de poker réfléchissent vraiment comme je l'ai décrit dans le livre, mais il n'est pas plus intelligent, il n'est pas plus doué qu'un autre. C'est juste qu'il structure sa réflexion en pourcentage. Donc, il va essayer de choisir la probabilité la plus importante
comme l'hypothèse de travail de base. Et tant qu'il n'a pas démonté complètement cette théorie-là, bah, il ne va pas passer à une autre. Donc, c'est assez rigolo sa façon de travailler, mais l'histoire n'a rien à voir avec le poker. Et petit à petit, de bouquin en bouquin, je me suis affranchi de ça. Donc, il y a toujours pas toujours, mais il peut y avoir des petits clins d'œil avec le poker, mais c'est pas, je me sens pas du tout lié, et c'est pas du tout un exercice contraint, quoi. J'ai mes histoires policières, mes thrillers, et si je peux avoir 2 pages sur le poker, tant mieux, mais sinon, c'est pas un exercice. T'en fais pas une priorité d'aller caler à chaque fois des allusions au poker. Exactement. Après, il y a eu Mangeur d'âme, toujours aux éditions, Le Mangeur d'âme, pardon, toujours aux éditions Michel Lafon. Un bouquin très différent, et je suis très content de ce livre-là. Je suis très content de l'avoir écrit en deuxième parce que je trouve que j'ai fait preuve de maturité et que ça m'a surpris moi-même. Hein. Je me prends pas pour ce que je suis pas. Au contraire, je dis que ça m'a surpris. Je ne pensais pas arriver à ce niveau-là en seulement 2 bouquins, parce que là, je pars sur de l'émotion, je pars sur un sujet qui est très délicat, enlèvement d'enfants, et évidemment enlèvement dans des circonstances, pour un aboutissement qui est pas très heureux, on s'en doute. Et des personnages qui ont une vraie âme, une vraie intensité, une vraie profondeur, le tout avec 0 nom propre. La vie n'a pas de nom, les gens n'ont pas de nom, donc ça crée une ambiance vraiment très très particulière, très mystérieuse, et je pensais pas être capable d'écrire un bouquin sans désigner les gens par leur nom, par exemple. Et bah j'ai réussi le challenge, et je suis très très content de ce deuxième roman. Mangeur d'âme, effectivement, aux éditions Michel Lafon, donc le deuxième roman. Pardon? Qui a été adapté au cinéma l'an dernier. Et voilà. Ah bah tiens, tu peux nous en parler? Bah, il a été adapté au cinéma l'an dernier. D'accord, bon. Non, ça a été avec Sandrine Bonner et Virginie Ledoyen, et ça n'a pas trop marché, on va pas se mentir. Ça a marché pas mal à l'étranger dans certains pays dont on parle beaucoup en ce moment et où c'est pas facile de faire de la pub. Et maintenant, il est en VOD, il a une vie correcte en VOD, mais il n'a pas fonctionné en salle parce qu'il y a un positionnement un peu particulier. Voilà. Et j'avais pas cette notion-là, excuse-moi. Après, effectivement, il y a eu Les Poupées, toujours aux éditions Michel Lafon. Voilà, carton, c'est très très bien vendu. Et c'est encore un changement, là, c'est le début d'une saga. Alors qu'avec des livres indépendants, c'est pas une suite, mais c'est le début d'une saga, et celui-là a vraiment très très bien marché. Et bien, de toute façon, ce qui est bien, c'est que tu avais, au fur et à mesure des livres, c'est à peu près les mêmes personnages qu'on voit. Tu l'as dit, on n'est pas obligé de tous les lire pour lire le dernier à couper le souffle, mais on retrouve quand même certains personnages pour les habitués et les fans, entre guillemets. Après, il y a eu Hurlement, où là, effectivement, tu invites tes lecteurs à passer des nuits blanches, je m'en souviens très bien, toujours chez Michel Lafon. Celui-là a été assez particulier aussi. Ouais, Hurlement très très violent, et encore, je me suis un petit peu calmé suite à un message très clair de mon éditrice, qui m'a dit Alexis, c'est très violent, on va pas retenir l'histoire, et ton histoire elle est canon, et on va retenir que la violence, donc est-ce que tu es prêt à vraiment rentrer dans cette logique-là? Et c'était la seule phrase qui pouvait me faire changer d'avis. Je lui ai dit d'accord, je veux pas que les gens me catégorisent comme un auteur violent, gore, etc. Et je veux continuer d'être l'auteur qui fait tourner les esprits, qui fait tourner en bourrique, voilà. Et donc ce que j'ai enlevé, je pense que j'ai bien fait parce que je suis très fier de l'histoire, et ça aurait la violence n'est pas gratuite. La violence est au service de l'histoire, elle est justifiée, mais il faut s'accrocher, quoi. Exactement, mais en tout cas, c'est un très bon roman aussi. Et le précédent, effectivement, d'Entre les morts, voilà, où là, effectivement, on le voit et qu'il y a eu plusieurs prix quand même, donc dont le prix de l'évêché qui était en 2023. Non, c'est les poupées qui a eu le prix de l'évêché. Ah, pardon. Entre les morts, c'est le titre et c'est le thème. C'est sur la mort, donc il y a plusieurs histoires imbriquées les unes dans les autres, dont la légende de la Dame Blanche. On croit aux fantômes, on croit à la vie après la mort, à la résurrection, à la réincarnation, etc. Donc je fais tourner le lecteur en bourrique vraiment parce que il se dit mais je comprends pas, moi, ce personnage-là, il était pas mort quand même. Pourquoi il revient? Et c'est un peu déstabilisant. Je sais qu'à un moment je perds le lecteur, et quand je les récupère, généralement ils se disent waouh, je me suis bien fait balader. Mais j'ai des gens qui m'ont dit j'ai eu du mal, c'est un peu plus compliqué et tout. C'est un bouquin policier, il faut quand même faire un tout petit effort de temps en temps.
Je peux pas non plus mâcher le travail, mais c'est pas de la physique quantique, hein. C'est vraiment le petit effort qu'il faut pour suivre, c'est vraiment le minimum. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est mon bouquin le plus compliqué. Et alors, je rejoins les commentaires qu'on voit défiler. Effectivement, je suis fan des Ouais, couvertures, ils nous disent. Ah non, les Ah oui. commentaires, ils sont sur les réseaux. Et effectivement, je suis fan des couvertures. Donc effectivement, on le remarque, les couvertures sont quand même assez sympas. Et puis bien évidemment, il y a eu ce dernier. Bon là, on va en parler évidemment, et je sais que Sonia est impatiente de venir nous en parler. À couper le souffle. Alors celui-ci, vraiment, tu avais dit que tu avais fait le pire, mais là, c'est fort là aussi quand même. Ouais, alors je suis très très content de ce bouquin parce que j'ai eu l'idée et j'ai tout de suite pigé que ça plairait aux lecteurs. Et en même temps, je savais que ça me plairait à moi. Je prendrais beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Donc c'est pas du tout opportuniste. Je l'ai écrit en un mois, hein, ce qui n'est pas trop étonnant pour moi. Mais là, je veux dire, c'est vraiment un mois complet. Et j'ai tracé. Et je savais où j'allais. Et ça a été que du plaisir, que du bonheur. Ça a été une vraie promenade à écrire. Et du coup, il sort là. J'ai pas du tout le trac parce que je sais que je suis sûr de mon coup. Pour les gens qui aiment ce que je fais, hein, évidemment, hein, c'est très personnel, mais pour les gens qui aiment ce que je fais, ils vont adorer, quoi. Ça, je confirme en tout cas. Mais comment t'es venue l'inspiration pour bon les autres, on le sait à peu près parce qu'on a vu plusieurs interviews de toi, mais pour celui-ci, comment t'es venue l'inspiration pour aller imaginer ce qu'on voit effectivement sous terre, personne ne vous entendra crier. Bah, en fait, j'étais en train d'écrire un autre bouquin qui me donnait un peu du mal parce que je sortais complètement de ce que j'avais fait précédemment et du coup j'étais pas à l'aise, je savais pas si c'était vraiment utile de continuer comme ça, je me retrouvais pas complètement, donc soit je manquais de maturité pour continuer, soit j'étais à côté de la plaque, quoi. Mais je prenais pas trop de plaisir et c'était un peu compliqué pour moi. Et d'un seul coup j'ai cette idée là et qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente, où je sais que je vais faire un carton, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Soit j'insiste dans le chemin difficile sans savoir vraiment où je vais, et ce que ça va donner, soit je fais ce que je sais faire et je sais que ça va être efficace. Le plus intellectuel, c'est le premier choix, évidemment, d'aller vers la difficulté, de se remettre en question, etc. Mais c'est pas la difficulté qui m'embêtait, c'est l'aisance et le plaisir que j'aurais moi déjà à commencer, et ensuite à porter un projet pendant un an, au moins, auprès des lecteurs, alors que j'y croyais moyen. Ça, je trouve que finalement, c'est un peu un manque de sincérité. Alors que là, à couper le souffle, j'ai aucun mal à dire, j'adore ce bouquin. En salon, en dédicace et tout, je peux le promouvoir. Je dis pas qu'il va plaire à tout le monde, mais bon, en tout cas, il me plaira à moi et je sais qu'il va plaire au plus grand nombre. Donc, j'ai fait ce choix un peu égoïste et un peu facile, mais je le regrette pas du tout parce que je pense que c'est un bon moment de plaisir. Maintenant, la question se pose maintenant, qu'est-ce que j'écris? Et là, je suis parti sur normalement quelque chose de très différent. Voilà. Ah bah ça rejoint un petit peu la question avant d'écouter la chronique de Sonia et de voir le trailer book que tu as envoyé tout à l'heure. Il y a Dominique qui demandait, vous disiez que vous rêviez de faire une carrière avec des polars. Allez-vous vous diriger vers ce genre ou est-ce que vos succès avec les thrillers vous cantonnent malgré tout dans ce genre? Il distingue polar et thriller. C'est amusant. Non, je sais pas. Alors, en fait, c'est pas moi. Je me dis pas, je vais écrire du polar ou je vais écrire du thriller. Je fais pas la césure comme ça. J'ai une bonne histoire ou j'ai pas une bonne histoire. Si j'ai une bonne histoire, je me fous que ce soit polar, thriller, noir. Je fonce dedans parce que ça va être une bonne histoire qui va me plaire et je pense qu'elle va trouver son écho auprès des lecteurs. Si j'ai pas une bonne histoire, c'est pas parce que c'est un thriller que ça va être bon, hein. Donc c'est vraiment l'histoire ma priorité. Ça a toujours été ma priorité. D'accord. Et pardon, excuse-moi, j'enlève la question. Et comment, donc tu as dit que celui-ci, tu l'avais écrit en un mois, mais en général, est-ce que tu mets un mois pour écrire l'ensemble de ces livres ou c'est vraiment celui-ci, t'étais inspiré et tu l'as vraiment lu Non, Il y avait votre esprit, je l'ai écrit en un mois. Le Mangeur d'âme, je l'ai écrit en un mois et demi. Les poupées, j'ai écrit les 2 tiers en 18 jours, mais par contre, le dernier tiers, j'ai dû mettre 3 ou 4 mois.
Oui. Parce que j'ai galéré, il fallait que je rassemble toutes les histoires, enfin les 2 histoires d'un seul coup, il fallait que ça s'articule bien et tout, c'était très compliqué. Et là, ça a été difficile. Hurlement, ça a été facile. Et puis, d'Entre les morts, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai mis plus d'1 mois d'Entre les morts. J'ai dû mettre 2-3 mois. Mais c'est très peu, c'est très rapide. En fait, moi, j'écris vite. J'écris vite parce que je ne me freine pas, je refuse de ralentir. C'est-à-dire que je suis conscient qu'il va y avoir un peu plus de déchets que si je ciselais dès le début toutes mes phrases. Mais mes phrases, je vais y retourner. Il n'y a aucun cas où je vais livrer mon manuscrit, une fois que c'est fini, je l'ai écrit et puis c'est fini. Je vais le lire, le relire, le relire, etc. Il va passer du temps dans mon esprit. Donc les lourdeurs, les répétitions, les phrases pas terribles et les mots qui vont pas bien, je vais les corriger. En revanche, si je prends beaucoup de temps à écrire un paragraphe, je mets 3/4 d'heure pour écrire un paragraphe, mais toute la spontanéité, l'énergie que j'ai, je l'ai perdue. Ça, je ne pourrais jamais revenir dessus. C'est fini. Donc, je privilégie la spontanéité et l'énergie que j'ai pour cracher mon texte. Et ça, parce que ça, je ne pourrais jamais le reproduire autrement. Oui. Quitte à après me dire, bon, ce passage-là, il n'est pas terrible, ça c'est un peu vite fait, etc. On recisèle après. Mais l'énergie, elle se simule pas. Et combien d'heures par jour tu écris pour écrire aussi vite? Parce que pour écrire un livre en un mois, il faut quand même passer des heures. Un mois, c'est journée continue, c'est 6-8 heures. Ouais, journée continue. D'accord, ok. Et tu as un plan ou pas? J'aimerais bien. Non, t'es jardinier alors, comme on dit. J'aimerais bien avoir un plan. J'aimerais bien. Je commence tout le temps par avoir un plan et à chaque fois, je me dis. Et tu ne les tiens pas. Prochain bouquin, je fais un plan parce que j'en peux plus. Je ne m'y retrouve plus et j'y arrive pas. Alors là, j'ai fait un truc un peu différent pour celui sur lequel je suis en train de travailler. C'est que j'écris mon chapitre sans description, sans rien. Il n'y a que des dialogues ou je sais pas quoi. C'est presque du brouillon. Et ok, chapitre suivant. Comme ça c'est un faux plan. Je me berne un peu moi-même. Et après, je reviens dessus et là, j'étoffe. Oui, il sort de voiture, etc. Il se passe des choses. D'accord. Et j'essaie de me berner un peu, de faire entre le plan et le rédactionnel, quoi. Bah, quand on voit ce que tu écris en plan, on imagine que si un jour tu te remets vraiment un plan de A à Z, on a du mal à croire quand on voit comment c'est bien écrit, c'est fluide et comme bien structuré que t'es pas de plan. Non, mais en fait, c'est structuré dans ma tête. Ça se structure progressivement dans ma tête. Mais je sais pas si ça serait meilleur si c'était bien structuré avec un plan. En fait, moi, sur un tableau Excel, le chapitre 83, ça me parle pas. Moi, le chapitre 83, déjà, je sais même pas ce qu'il va y avoir. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que je sais qu'à un moment, il va y avoir un retournement de situation, que on va se découvrir que tel personnage, en fait, il jouait un rôle ambigu, etc. Ça m'intéresse. Mais savoir que ça va tomber au chapitre 83, ouais. J'en laisse. Ouais, et puis souvent, c'est peut-être mieux aussi de se dire c'est écrit naturellement que si c'était structuré. Peut-être que tu te bloquerais aussi sur certaines choses. Je vais te dire, Florian, il y a tous les styles sont dans la nature. Angelina Delcroix, elle commence à écrire, elle ne sait pas ce qu'elle va écrire. Elle ne sait pas comment ça va finir. Et quand tu vois ses bouquins, c'est très difficile à deviner parce que ça retombe vraiment bien sur ses pattes et c'est des bons bouquins. C'est une autrice qui a du talent. Voilà, et tu as des auteurs qui, s'ils n'ont pas de plan, s'ils ne savent pas exactement ce qu'il va y avoir au chapitre 83, ils ne peuvent pas écrire. Et dans les deux cas, ça fait des bons bouquins. C'est des bons auteurs qui ont du succès, etc. Moi, je suis un peu entre les deux, mais donc, quelle est la bonne formule? Il n'y en a pas. Ouais, je comprends. Tu vois? Ouais, exactement. En tout cas, merci à toi. Il y en a une, mais c'est nous qui la connaissons, c'est personnel, quoi. Ah bah oui, mais après, c'est un métier aussi d'écrire un livre. En tout cas, voilà, on rappelle que tu es avec nous pour ce livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. Et ce que je te propose, donc, c'est d'accueillir Sonia pour la chronique. Hop, voilà. Non, pas de souci. Pas de souci. Oh, personne t'a vu. Personne. Normalement. Généralement, les jingles, ils durent 1 heure chez vous, mais là, non. Non, bah non, les jingles ne durent pas 1 heure, ça dure toujours le jingle de Sonia. Au début, j'aurais pu en voir 2. Hein. Ah, le générique du début, oui, bah il y a le compte à rebours, effectivement, pour inciter les gens. D'accord, alors Sonia, tu es avec nous, donc pour nous parler de ce livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Sonia, avant de regarder ce trailer book?
j'ai été bluffée. C'est la première fois que je lisais un livre d'Alexis. Là, ma palle va s'allonger parce que quand, quand j'ai entendu tous les titres et tout ça, j'ai dit là, ça va être une catastrophe. Mais franchement, je m'y attendais pas du tout. Et parce que comme je le dis à chaque fois, je ne lis jamais les quatrièmes de couverture. Et là, c'est vrai que le recevoir, me plonger dedans direct, bah, dès la première page, de toute façon, on est dans le bain. Donc, comme ça, au moins, là, j'ai pas été déçue. J'ai dit, oh là là, c'est un livre que je vais adorer et ça n'a pas loupé. Écoute, on va t'écouter dans quelques instants, mais avant, effectivement, Alexis, tu as accepté effectivement qu'on diffuse une petite vidéo dans le trailer book que tu m'as dit qui était inédit. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ce trailer book, hein, préparez-vous, ça dure 12 secondes, et ensuite on écoute la chronique de Sonia. Alors, comme on dit, c'est court mais intense. Voilà, tout est dit. Pourquoi faire plus? Pourquoi faire plus? Alors, Sonia, nous t'écoutons pour la chronique. Comment commencer cette chronique? Peut-être de la même façon qu'a commencé ma lecture, c'est-à-dire en prenant une grande respiration et tenir 17 heures sans trop souffrir. Car oui, dès le début, l'auteur nous plonge en enfer. Un jeune garçon tente comme il peut de sortir de sa prison de terre. Enterré vivant, à bout de souffle, les ongles arrachés, les doigts en sang, à force de gratter ce qui lui sert de cercueil. Malheureusement, il n'en sortira pas vivant, malgré les efforts fournis par l'équipe d'enquêteurs. Il s'en est fallu de peu, mais les quelques minutes manquantes ont abouti à un drame. Cela pourrait passer pour un meurtre étrange et isolé, mais quand une deuxième personne y passe de la même façon, cela commence à faire beaucoup. Peut-on parler d'un serial killer? Pas encore. Sauf que la troisième personne que les flics devront sauver n'est autre que la fille du commissaire Venturi. Elle aussi a été enlevée, enterrée vivante, et elle n'a également que 17 heures à vivre. Pourquoi un jeune garçon, une jeune fille, un cardiologue que rien ne relie sont la cible d'un tueur sans pitié? Les victimes sont de sexes différents, d'âges différents, alors pourquoi s'en prendre à elles? Le commandant du groupe de recherche, l'étrange, l'énigmatique, Sarkissian, va mettre tout en œuvre pour tirer cette histoire au clair et faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. Le pourquoi, le comment et toutes les autres questions vont devoir trouver une réponse s'il veut sauver la fille de Venturi. Mais arriveront-ils à temps? Les victimes cachaient-elles quelque chose? Les victimes ont-elles entendu quelque chose? Les victimes ont-elles vu quelque chose? Des questions et encore des questions. Avec ce roman, Alexis nous fait suivre une enquête hors du commun, avec Sarkissian et Venturi. Une enquête qui, comme les victimes, nous laisse à bout de souffle. On cherche nous aussi un petit brin d'air pour tenter de survivre à cette lecture afin de connaître la fin. Une fin à laquelle on ne s'attend pas, mais qui entre-temps est jalonnée de retournements de situation, de mise en danger, de petits imprévus, mais maîtrisés avec brio. J'ai fini ce livre avec une sensation de fatigue et de vide. J'étais sous le choc. Je n'avais pas du tout été préparée à cette lecture qui m'a plongée dans l'horreur humaine, mais que j'ai absolument adorée. Je dirais même plus, j'ai complètement kiffé. Alors, encore un grand merci Alexis de m'avoir permis de pénétrer dans votre univers avec ce roman écrit d'une main de maître, un peu psychopathe sur les bords, il faut bien le dire. Merci beaucoup Sonia pour cette chronique. Ouais. Ça fait très plaisir d'entendre ces mots-là. Merci. De rien, avec plaisir. Merci à vous pour cette lecture. Et moi qui suis une fan de thriller, là, on peut dire que j'ai pas été déçue. Hein. C'était la première chronique que tu entends. Bon, il est sorti hier, c'est vrai, mais est-ce que par rapport à... Que j'entends, oui, j'en ai lu. Moi, je lis tout. Toutes les chroniques, je les lis. Je fais partie de ces auteurs pour qui c'est important le retour des autres, parce que j'écris pour les autres. Hein. Enfin, j'écris pour moi, pour me faire plaisir. Mais sinon, je ferai mes histoires dans mon coin. À partir du moment où on publie, c'est pour les autres. Donc, pour moi, ça a de l'importance. Je lis tout jusqu'au point final, même si ça fait pas plaisir. Mais je me fais un point d'honneur à lire toutes les chroniques. Et je dois dire que, bon, pour l'instant, elles sont très bonnes. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais les notes sont bonnes et les retours sont bons. Ouais.
Ouais, parce qu'on rappelle que ce livre a coupé le souffle, il est sorti hier, hein, donc justement, Ouais. sous terre, personne ne vous entendra crier. Donc vraiment, c'est vraiment merci à toi d'avoir accepté de venir faire ta première interview chez nous, puisqu'on rappelle, hein, vous posez vos questions en commentaire et Alexis vous répond. Voilà. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose justement sur ça, avant Non, d'écouter l'extrait de Marie, parce qu'on sait que maintenant, du l'extrait... coup, je vais lire les anciens d'Alexis et je vais attendre les prochains avec impatience, en fait. Ouais, parce que qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le thriller, puisque Alexis est là, justement? Voilà, c'est justement le fait d'avoir peur en lisant. Parce que je m'imagine tellement les scènes que je les ai vécues. J'étais enfermée avec les victimes et tout ça. D'ailleurs, dès les premières pages, hein, je vous ai envoyé un message sur Messenger en disant oh là là, le livre d'Alexis, mon Dieu. Et là, j'imaginais Marie en train de faire son extrait. Je dis Marie, elle va kiffer faire son extrait. Là, franchement, ça va être vraiment top. Et franchement, j'ai pas été déçue, quoi. C'est avoir peur, là, l'heure de dire oh là là, je ferme un œil, presque deux, mais il faut que je laisse au moins un œil ouvert pour pouvoir continuer à lire. Et puis à la fin, une surprise, quoi, quand on s'y attend pas. Voilà. Parce que là, j'ai pas du tout. Autant, quelquefois, j'arrive à voir la fin un petit peu avant. Et là, non, aucun doute sur le côté. Voilà. Ah bah c'est gentil. Bah il faut commencer la saga. Bon, les deux premiers sont un peu différents et avec votre esprit et le mangeur d'âme sont un peu différents. Mais la saga Venturi Mentalo qui commence avec les poupées est sympa. Enfin, elle commence avec les poupées. C'est là qu'ils se connaissent, ils font connaissance. C'est que des épisodes indépendants, mais remonter la saga, ça peut être sympa. Ouais, c'est ça. Bah, on rappelle, on a vu le lien passer tout à l'heure, un peu qu'on peut retrouver toutes les informations sur www.michel-lafont.fr. Et justement, comment sont nés ces personnages? C'est michellafont.fr, c'est pas .com? Non, c'est .fr. Ok. Enfin, leur site est pourri, hein, ils le savent, donc je- je peux aller sur les réseaux sociaux. Alors, moi, en tout cas, ce que j'apprécie depuis le début avec toi, Alexis, c'est que toi, tu es honnête, tu es franc, tu ne mâches pas tes mots, tu dis les choses. On rappelle effectivement on peut te retrouver sur Facebook et Instagram, voilà, où là, effectivement, on a toutes les actualités, on peut tout te retrouver. Voilà. Mais c'est vrai que dans cette émission, on aime bien mettre le site des éditeurs parce que des fois, les éditeurs, voilà, ils sont quand même aussi à l'initiative de ces lives, donc on les remercie beaucoup. Non, mais sur les réseaux sociaux, ils sont très bien, mais leur site internet est un peu archaïque et ils sont en train de le refaire, donc c'est pour ça. Voilà. Bon, en tout cas, privilégiez donc les réseaux sociaux, on les remonte de Facebook et Instagram, Alexis Lepsker. Voilà. Et c'est vrai que tu es présent sur les réseaux et c'est toi qui réponds, j'apprécie aussi. Donc vraiment, merci. J'essaie de répondre à tout le monde. J'ai de plus en plus de gens qui m'envoient des commentaires et tout. Mais j'ai pris l'habitude depuis que je fais du poker, de répondre aux gens qui s'adressent à moi. Je trouve que c'est un peu la base. Et j'ai pas atteint une notoriété, même à l'époque où je faisais de la télé et tout, où c'était ingérable. Donc c'est du temps, mais je trouve que je le dois un peu aux gens qui me suivent, quoi. Mais en tout cas, c'est tout à ton honneur. En tout cas, merci beaucoup. Oui, donc la question, effectivement, c'était voilà, comment sont nés ces personnages? Parce que tu as plusieurs personnages. Donc, effectivement, Venturi est né, tu disais, au niveau des poupées. Comment sont créés ces personnages? Est-ce que tu t'es inspiré de personnes réelles ou est-ce que c'est purement imaginatif? Non, alors je déteste m'inspirer de personnes réelles, même pour des petits rôles, des petits personnages. Pour moi, un roman, ça doit être mon imagination. Donc, c'est pour ça que même les lieux, j'essaie de faire des lieux pas localisés parce que j'ai envie que ce soit chez moi, quoi. J'ai pas envie d'être tributaire du sens interdit de la rue, de machin et tout. Je veux que ça soit comme je le décide. Et pour les personnages, évidemment, c'est très important. Quand j'ai commencé à écrire, pour moi, c'était secondaire, les personnages. C'était juste des guides à travers une histoire. Et pour moi, l'histoire, c'était le plus important. Je renie pas du tout ça, hein. L'histoire, vraiment, si j'ai pas d'histoire, je commence pas à écrire. Mais j'ai compris l'importance des personnages, l'attachement qu'avait le lecteur pour les personnages. Du coup, j'ai beaucoup plus soigné ça. Alors, j'avais cette idée du flic un peu bourru, un peu vétéran, old school, avec des manières un peu à la con, un peu borderline, et de la petite nana ingénue, mais maligne, sortie de la fac, etc. C'est un énorme cliché, hein. Et je me suis dit, bon, plutôt que de casser le cliché, d'essayer de gratter, machin, je vais l'assumer. Il est comme ça, elle est comme ça. Et ensemble, quand ils vont évoluer, on va comprendre qu'ils ne sont pas comme ça. Donc le cliché, il va se détruire petit à petit, il va se désagréger au fur et à mesure qu'on va les connaître, on va faire connaissance. Mais plutôt que de dire il est bourru, mais vous savez, c'est pas que ça dès le début, je préfère que le lecteur le découvre par lui-même. Donc je me suis mis en danger, j'ai pris un risque parce que frontalement, j'arrive avec mes deux clichés, hein, mes deux personnages très très déjà vus.
Et je prends le risque que le lecteur se dise, oh, c'est bon, on a déjà vu, quoi. Et en fait, c'est arrivé très rarement. Je crois que j'ai eu 2 chroniques où des gens m'ont dit, ouais, bah, les personnages, on les a déjà vus 50 fois, etc. Que 2. Tous les autres se sont attachés aux personnages parce qu'ils ont compris que ils étaient beaucoup plus que ce qu'ils montraient, beaucoup plus que leur carte de visite, quoi. Et ben ça, c'est une vraie récompense parce que c'est un peu de travail, et puis parce que c'est de la sensibilité, c'est de l'émotion que je mets dans ces personnages-là, parce que j'y crois, parce que je m'y attache, moi aussi. Et quand c'est communicatif, ben je trouve ça génial. Et alors lui, il est malade, mais il est malade, c'est pareil. Je voulais pas qu'il ait un cancer, qu'il traîne un truc. Je veux qu'il ait sa pudeur, qu'il cache sa maladie, qu'il en fasse pas état tout le temps, etc. Et que ça ne l'empêche pas d'être un bon flic. Que ça le handicape, mais ça ne l'empêche pas de faire son boulot. Et elle manque de confiance en elle parce qu'elle est jeune, mais elle est douée. Donc il faut qu'elle trouve cette force. Et lui, il la pousse tellement que il la complète. Elle n'osera jamais faire et dire ce qu'elle pense, échafauder des théories comme ça sur la psychologie, etc. du criminel, s'il n'y avait pas quelqu'un qui lui disait, vous me faites chier, allez-y, balancez-moi votre théorie, quoi. Ouais. Et donc ils se complètent et ils finissent par s'apprécier parce qu'ils sont intelligents tous les deux, parce qu'ils ont envie d'aboutir tous les deux, ils sont très motivés tous les deux, et parce qu'ils ont compris qu'ils étaient différents. Ils sont différents mais pas incompatibles. Voilà. D'accord. Sonia, souvent tu parles beaucoup des personnages, justement. Toi, comment tu les as trouvés, ces 2 personnages principaux? Ils sont très bien décrits et j'ai adoré leur personnalité, en fait. Ils ont un petit quelque chose, on aimerait bien même creuser un petit peu plus. Et c'est vrai qu'ils sont énigmatiques, comme je dis, et tout ça. Et c'est vrai que moi, je les ai adorés. C'est la première fois donc, que je les rencontrais comme Mentalo, les choses comme ça. Et franchement, on a envie de les suivre un peu plus, en fait. Ils ont leur propre personnalité et ils sont, comment dire, ils se complètent, en fait, entre eux. Et ça, j'ai trouvé ça super. Ouais. Alors, si je peux me permettre, c'est le livre où ils sont le moins complémentaires et où il y a le moins de complicité, parce qu'ils sont pas mal séparés dans celui-là. Il y a beaucoup d'humour d'habitude entre eux, ils s'envoient des vraies vannes. Hein. Et que là, bon, vu les circonstances avec sa fille qui est enterrée, il n'a pas trop de sens de l'humour. Donc, on a un peu moins ce ressenti-là, qu'on a peut-être plus dans le dernier chapitre, je spoil pas. Du coup, c'est celui où la complicité des deux fonctionne le moins. Mais c'est voulu. Hein. Donc voilà, si les gens ont aimé la complicité de ces 2 personnages, elle est plus forte dans les autres. D'accord. Et merci. Et justement, c'est un risque parce que le duo fonctionne beaucoup sur l'échange et la rivalité, enfin pas la rivalité, mais le fait qu'elle tienne tête à une légende de la police qui a une grande gueule et qui est insupportable. Et ils se renvoient des vannes. Il y a beaucoup d'humour dans mes bouquins, et là, je pouvais pas en mettre. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu chiant, quoi? Est-ce que ça va pas être un peu long et tout? Et donc, il a fallu que je donne de l'étoffe à un 3e personnage, Sarkissian, dont tu as très bien parlé. Et je me suis dit, lui, il faut que je lui donne un peu plus d'ampleur. C'est pas juste le flic qui fait son boulot, quoi. Donc, alors, je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, c'était le but. Si, moi, j'ai adoré la façon qu'il est décrit pour sa façon de s'habiller par rapport aux collègues, tout ça. Franchement, c'est un de mes préférés. Mon petit chouchou, je pense que je peux le dire comme ça. Okay. Le petit chouchou de Sonia. Bon. Voilà. Question intéressante. Est-ce que tu t'es néanmoins est-ce que vous avez néanmoins pris des renseignements auprès des services de police pour t'aider dans tes livres et dans celui-là en particulier? Dans celui-là en particulier, non, mais je me suis fait relire, oui, beaucoup par des flics, ouais, bien sûr. J'extrayais les passages où c'était un peu délicat et ils me disaient alors pas du tout. Ça, pas du tout, ça c'est pas possible. Voilà, il y a alors c'est assez fidèle. C'est assez fidèle. En tout cas, c'est pas complètement n'importe quoi. C'est pas du grand délire. Le seul truc qui est vraiment n'importe quoi, et je l'assume, c'est les délais. On n'a pas les résultats ADN le lendemain après-midi. Hein. Mais ouais, j'imagine. Si je conduis mon enquête comme une enquête traditionnelle, au lieu de durer 17 heures, ça dure 17 mois. Donc, on peut pas. Une enquête criminelle, ça dure beaucoup de temps, c'est long parce qu'il y a de la procédure, parce que les gens, ils sont aux 35 heures. Hein. Ils ont des vacances, ils ne travaillent pas le 1er mai, ils ne travaillent pas le 15 août.
C'est des gens normaux, en fait. Et dans les bouquins, c'est pas des gens normaux. Donc, voilà, il y a cet aspect-là qui est évidemment très, très exagéré. Mais sinon, c'est plutôt pas n'importe quoi. Il faut une commission rogatoire pour obtenir des trucs, etc. Voilà, j'ai fini par me blinder un peu en procédure pénale. Ouais, c'est rigolo que tu dis ça parce qu'effectivement, mercredi dernier, on a reçu Romain Puertolas, donc qui est ancien flic, qui a mené des enquêtes et qui nous disait ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment dans les séries, c'est vraiment rien à voir avec les réalités. Donc là, tu viens de confirmer à peu près la même chose que voilà, en fait, ce qu'on a dans notre tête, en fait, ça se passe pas comme ça du tout, en fait. Non, mais c'est parce que c'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes. Il y a un truc qui est chiant. Enfin, chiant. C'est long. Même l'histoire la plus passionnante, l'histoire criminelle la plus passionnante, vous allez la trouver passionnante parce que vous avez un résumé d'une heure et demie ou de 45 minutes à la télé. Mais 1h30 ou 45 minutes, ou même un bouquin en 2 tomes très bien documenté de 600 pages, c'est rien. Un dossier criminel, c'est plusieurs milliers de pages. Et que, donc, il a fallu des heures et des heures et des heures pour les constituer, des auditions, des gardes à vue, des nouvelles auditions, etc. Et pour ceux qui ont, moi c'est mon cas, j'ai été auditionné plusieurs fois par la police dans le cadre professionnel, hein, rassurez-vous, je peux voler l'argent. Hein. Mais dans le cadre professionnel, c'est extrêmement chiant d'être auditionné par la police. C'est très long, et puis ils répètent les questions, il faut tout relire, il faut signer. Et ça, c'est juste pour une audition où, encore une fois, j'ai tué personne. Hein. Mais s'il faut faire venir l'avocat, le machin, la procédure pénale, c'est une vraie tannée. Donc, si on inclut ça, c'est plus du tout un thriller. C'est un documentaire. Et c'est aux personnes qui vous ont auditionné que vous les faites lire vos livres ou pas? Non, c'est la police des jeux qui m'a auditionné, donc vous savez. Et c'est facile justement à prendre contact. Si on n'a pas de contact, forcément, on n'a pas tous des contacts dans la police et tout ça. Savoir si, voilà, c'est. Ouais, c'est pas facile. Moi, j'ai pas mal de contacts. Je suis très pote avec le chef d'équipe de la BAC du 95. Bon, la police des jeux, j'ai un peu du mal à aller les voir, mais je vais rentrer en contact là pour un autre projet avec eux. Je me suis bien entendu quand j'étais directeur de casino avec ces gens-là. J'avais un copain qui était à la DGSI et qui m'a beaucoup aidé parce que le premier bouquin, c'est un lieutenant de la DGSI qui enquête. Et sur certains trucs, il m'a dit mais ça, comment tu le sais? Et alors j'y suis allé comme ça au pif. Hein. Donc c'est bien, ça tombait juste. Mais certains trucs, il m'a dit non, t'oublies, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il a souhaité garder l'anonymat. Et puis là, j'ai un autre projet où je vais faire intervenir beaucoup de policiers. Ouais. D'accord. Il y a une question de Johan Frekin qui est avec nous, qui nous dit: avez-vous eu une inspiration de film ou série TV pour ce dernier livre? Une inspiration, c'est-à-dire est-ce que je me suis inspiré d'un film pour l'écrire? Oui, ou est-ce que tu le vois, toi, dans ta tête, tu as déjà une idée d'une adaptation? Je pense que c'est très adaptable, ouais, bien sûr. Déjà, il n'y a pas 50 000 lieux. Il y a une urgence, il y a cette urgence-là. Je pense que c'est très adaptable. Donc, j'ai déjà des contacts pour l'adapter. Donc, je pense que ça va. Il y a de bonnes chances. Enfin, non, il n'y a pas de bonnes chances parce que c'est vraiment très peu. C'est rare d'être adapté, mais en tout cas, il y a de bonnes chances que j'ai une option, oui, que je sois optionné. Après, si la question c'est est-ce que je me suis inspiré, non. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a un film qui s'appelle Oxygène, où c'est des gens qui sont inquiets. Je l'ai pas vu, hein, vraiment, je l'ai pas vu, mais je crois que ça n'a absolument rien à voir. C'est quelqu'un qui met des gens dans un caisson et qui demande une rançon. Bon, c'est pas du tout le but du bouquin, mais non. Mais même peut-être quelqu'un a écrit un bouquin il y a 10 ans où c'est des gens qui sont qui sont sous terre. Tout a déjà été fait. Hein. Donc, oui, c'est vrai que... Voilà, tout a déjà été écrit. J'ai une anecdote à ce sujet. Alors, quand j'écris Le Mangeur d'âme, il y a des oiseaux qui tombent du ciel. Et je sors mon bouquin 3 mois après, Franck Tillier qui sort je ne sais plus comment il s'appelle, très, très, très bon bouquin en plus. Et il y a des oiseaux qui tombent du ciel aussi. Et sauf que je sors 3 mois après Franck Tillier. Il est évident qu'en 3 mois, j'ai pas eu le temps de copier. Mon bouquin a été écrit depuis longtemps. Sauf qu'on a 2 bouquins en 3 mois, dont un de Franck Tillier, où il y a des oiseaux qui tombent du ciel. J'en parle à un pote, Olivier Ball, et je lui dis, j'ai quand même pas de bol, hein, merde, hein, tu te rends compte, c'est pas des oiseaux qui tombent du ciel. Il me regarde, il se marre, il me fait, mon premier bouquin, il y a des oiseaux qui tombent du ciel. Ah bah voilà.
Voilà. Voilà, tout a déjà été fait, on croit avoir été original et puis en fait on ne l'a pas été. Moi j'ai plus de. Avec tous les copains auteurs, on sait que ça c'est cramé. C'est le légiste qui a tué. En fait, il n'est pas mort. Non, c'est sa belle-sœur. Non, c'est son frère jumeau. Non, c'est l'handicapé qui n'est pas handicapé. On a tout vu, on a tout fait. Ouais. C'est vrai que même si les histoires sont dans le même style, par exemple, Enterré vivant, il y a eu des livres, des films, et tout ça, sur Enterré vivant. Mais après, il y a l'enquête aussi qui change et tout ça. Oui, Il y a puis pourquoi, il y a l'angle. voilà, c'est pourquoi ils sont rien arrivés là et tout ça. Et du coup, ça change en fait. Voilà quoi. Donc, Ouais. Faut se l'approprier, faut y croire, faut avoir envie de raconter son histoire. Ça, par contre, si on veut copier l'histoire de l'autre, c'est mort. Mais si ça a déjà été fait. Moi, on m'a dit, oh, ça m'a rappelé tel livre. J'ai lu, j'ai dit, mais quel rapport? Et une fois, on m'a dit, alors je sais plus c'est quel livre, je crois que c'est d'Entre les morts, bah, ça m'a fait penser au Mangeur d'âme. Donc je me serais copié moi-même. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Donc je dis oui, d'accord, ok, mais si vous pensez que ça vous a fait penser, je peux rien faire, mais. Ouais, et puis effectivement, et puis comme nous dit Elisabeth Bérido, et puis il y a la façon d'écrire et d'apporter l'histoire aussi, c'est différent, voilà, chacun a sa plume différente, effectivement. Et il y a Galaa qui nous dit, 314, qui nous dit, il était 2 fois de Tiliès, effectivement, les oiseaux. Il était 2 fois, ouais. Voilà, effectivement. Et bon, en tout cas, merci à... Son explication pour les oiseaux, la mort des oiseaux, elle est un peu bidon. Hein. La mienne, elle est quand même vachement mieux. Il aurait pu m'économiser. Il aurait pu me le laisser quand même. Hein. Eh ben, on lui dira quand on le recevra. Voilà, les thèmes sont utilisés, mais l'imaginaire est unique, nous dit Tali Bannière. Voilà, donc merci à Tali d'être avec nous ce soir. Donc on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, puisque je vois qu'il y a des gens qui arrivent, donc on reçoit ce soir Alexis Lesquer pour son livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. Donc il est sorti hier, hein, il est tout chaud, voilà, c'est vraiment merci à vous de venir écouter Alexis, parce que ce livre est vraiment très très prometteur. On a eu la chronique de Sonia avec le petit Thriller Book qu'on va rediffuser d'ici quelques instants, parce qu'on va avoir l'extrait de Marie dans quelques instants. Peut-on avoir accès au replay, nous dit effectivement Nathalie, je le vois. Donc on rappelle pour ceux qui nous rejoignent que l'émission est disponible en replay tous les mercredis et le vendredi à 19h, en direct le mercredi et le vendredi à 19h30 sur Facebook et sur YouTube, et que sur YouTube vous pouvez retrouver toutes les rediffusions. Vous flashez ce QR code, vous arrivez sur la chaîne YouTube et vous pouvez revoir toutes les rediffusions. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Mais avant, on va regarder le Thriller Book. Alors, l'extrait de Marie. Alors, Marie Méran, c'est la comédienne de l'émission qui a lu donc le premier chapitre de ce livre À couper le souffle, sous terre, personne ne vous entendra crier d'Alexis Lesquer aux éditions Michel Lafon. Ce que je vous propose, c'est de revoir, pour ceux qui nous rejoignent, le Thriller Book, pour bien donner l'ambiance, ça dure 12 secondes, mettez un casque et on écoute l'extrait après. À couper le souffle, disponible dès maintenant en librairie. Et pour vous donner, ouais, c'est très très bien, merci. C'est qui l'a fait, pas sans indiscrétion? C'est toi, c'est Michel Lafon? Je peux pas citer mes sources. Tu cites pas ta source, mais en tout cas, voilà. Ben, il a raison. Donc en tout cas, voilà, un bon Thriller Book. Tu pourras remercier la personne qui l'a fait. Et tout de suite, on écoute l'extrait de Marie. Donc n'oubliez pas, mettez un casque. Marie Méran présente un roman d'Alexis Lesquer, À couper le souffle, aux éditions Michel Lafon. Le souffle court, il puisait ses toutes dernières forces pour tenter de s'extirper de son sarcophage. C'était un geste désespéré, de ceux que l'on fait sans plus y croire, parce que c'était la dernière chance, l'ultime combat. Parce que ne rien tenter, cela aurait signifié abandonner, donc mourir, enterré vivant. Chaque seconde de cet abominable supplice avait été une souffrance. Il avait d'abord découvert l'obscurité, profonde, totale. Cette noirceur absolue, si avare, si impitoyable qu'elle ne lui accordait la moindre particule de lumière. Puis, l'exiguïté, bien sûr. Tout son univers se retrouvait soudain réduit à ce minuscule espace, sous terre. Il avait gesticulé, il avait frappé chaque paroi, moins dans l'espoir de la briser que par révolte. Par peur aussi, bien sûr. Cette terreur irrationnelle de se retrouver encerclé,
bloqué, coincé. La claustrophobie, cette bête imaginaire, l'étranglait de ses mains de ténèbres. Il la combattit maladroitement, comme un boxeur qui sent le match lui échapper et qui attend que la cloche le délivre. Il multipliait les coups au hasard et ne s'arrêta guère qu'à bout de force, les phalanges en sang. Mais, de toutes les tortures qu'il avait subies depuis qu'il était là, la plus éprouvante, la plus insupportable, c'était le silence. Cette absence de tout qui décuplait chaque sanglot, chaque pleurnicherie. Car c'était le témoignage de sa propre fébrilité, l'homélie de son trépas, ou plutôt non, c'était le son, au contraire, le bruit infâme de sa propre respiration, de ses articulations, du raclement de sa peau contre la pierre, de ses poumons qui s'emplissaient et se vidaient, de son cœur qui pulsait comme le tic-tac d'un compte à rebours fatal. Entre ces quatre murs, il apprenait peu à peu à se détester pour son impuissance et sa fragilité. Il s'était parlé, à lui-même, pour ne rien dire, simplement pour faire taire le silence. Aussi parce qu'il basculait lentement vers la folie. Seul, avec pour unique présence à ses côtés, la mort qui guettait tel un charognard tournant autour d'une bête malade. Et il pleura, encore, car c'était ce qu'on faisait dans ces moments-là. Le crépuscule d'une vie faisait ressurgir des réflexes d'enfant avec ironie. La fin rejoignait le début. Cette cavité étroite, exiguë et basse était sa prison depuis si longtemps. Il avait tant crié, si souvent appelé à l'aide, tendu l'oreille, plein d'espoir, interprété le moindre craquement extérieur comme signe salvateur, avant que le retour du silence ne le replonge dans le désespoir le plus profond. Il s'était arraché les ongles en tentant de gratter les murs. Il avait porté ses doigts écorchés à sa bouche et goûté son sang, juste pour se rappeler qu'il était en vie. Il avait réussi à tenir longtemps avant d'uriner. Il avait fini par déféquer aussi. La puanteur était sa nouvelle compagne. L'éternité devait durer moins longtemps que cela. L'enfer être moins atroce et le diable plus magnanime. Puis, peu à peu, des perles de sueur étaient apparues sur son visage. Sa chemise collait comme une seconde peau. L'air se faisait rare et la température montait. Lentement, inexorablement. Il allait crever dans ce trou. Voilà donc à couper le souffle de Alexis Lesquer aux éditions Michel Lafon. Alors je vois Sonia qui est comme ça, je vois Séraphine qui était en mode panique, et puis je vois les commentaires qui arrivent. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre en audio? Bon, tu vois, le genre de commentaires, Bah, couper le souffle. elle a beaucoup de talent et elle a mis beaucoup de temps à le faire, hein, parce que j'imagine que c'est pas facile, donc bravo à elle. Moi, je suis pas capable de lire comme ça, donc je suis admiratif, effectivement. C'est tellement bien, je me dis, putain, qu'est-ce que j'écris bien. Mais c'est quand même en grande partie aussi grâce à elle, hein, donc, mais oui, c'est agréable, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de dire justement à toutes ces personnes comme Elisabeth qui nous dit mais quelle angoisse, une description au scalpel, waouh, ça fonctionne fort, nous dit Dominique. Tali qui nous dit c'est très bien lu mais c'est aussi très bien écrit, on est plongé dans l'ambiance, parce que c'est vrai que bon, déjà quand on le lit on est dans l'ambiance, mais là avec les bruits c'est encore pire, mais comme on dit c'est toi qui l'as écrit. Ouais, alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est le tout premier chapitre, donc c'est jamais facile de commencer par un premier chapitre en plus pour lire, pour faire découvrir au lecteur. Mais moi, j'ai la particularité de foncer directement dans l'action, quoi. Dès le premier chapitre, il se passe quelque chose. Je pose pas mes personnages, mon action et tout. Je critique pas ceux qui le font, hein. Ça fait des très bons bouquins aussi, hein. Mais je veux dire, moi, mon style, c'est dès la première ligne, il doit se passer un truc et le lecteur doit se dire, oula, ah ouais, voilà. On perd pas de temps, on y va. Du coup, bah oui, là, le thème, c'est enterré vivant. Bah, on y va. On commence par ça. Et le challenge, c'est d'arriver à écrire une scène qui, effectivement, reproduise les sensations que j'imagine, parce que ça m'est jamais arrivé. Il y a 4 pages, je crois. Ce qui est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut pas se répéter, il faut pas lasser, il faut faire monter l'angoisse. Et puis, si vous avez remarqué, c'est pas chronologique. Il est déjà en train c'est la fin.
il arrive à la fin et il se souvient de comment ça s'est passé pour lui. Donc c'est un petit peu plus difficile que juste écrire de façon chronologique ou écrire juste les dernières secondes. Mais je pense que ça vaut le coup de raconter un peu, de remonter le temps pour raconter le supplice de ce garçon qui, effectivement, on l'a vu, s'en sort pas, quoi. Mais en tout cas, voilà, Mélodie Reynaud qui nous dit: j'étais à 2 doigts de faire une crise de claustrophobie. Je vais faire une confidence, je suis un peu claustro, pas maladif, hein, mais je suis pas super à l'aise. Dans les tunnels, les trucs comme ça va, mais les caves, Les ascenseurs. Non, alors pas du tout les ascenseurs, je comprends même pas qu'on soit. Non, mais la spéléo. Ah oui. Non, moi, c'est pas. J'ai commencé j'ai réalisé que j'étais un peu claustro dans les pyramides quand j'étais en Égypte. Je suis descendu, à force de descendre, je me dis, mais Il y a quoi au-dessus, ouais. c'est profond, là, quand même. Il y a des blocs de plusieurs dizaines de tonnes au-dessus de ma tête, ça s'est pas très bien passé. Mais bon, je l'ai fait. Mais la spéléo, c'est sans moi. Hein. Eh ouais, tu m'étonnes, ouais. Et justement, Tali, qui a une question intéressante qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, qui nous dit: dans quel état d'esprit étais-tu après l'écriture d'une telle scène? Parce que là, c'est pas une scène d'amour que tu viens d'écrire, donc t'es pas joyeux. Ça, c'est pas des scènes où je suis très excité ni très enthousiaste parce que justement, il faut que chaque mot soit à sa place. C'est des scènes qui sont assez dures à écrire, où il faut équilibrer ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut créer une angoisse, il faut créer une empathie, et c'est envers un mec qu'on connaît pas. On vient d'ouvrir le livre, on vient de l'acheter, on découvre quelqu'un et il est en train de crever et on n'a pas d'empathie pour lui, on sait pas qui c'est. Donc il faut créer ce lien, se dire: ah ouais, mais quand même, ce mec, il est en train de souffrir là, c'est compliqué. Donc il faut créer toutes ces sensations, les enrichir. Donc c'est pas facile. C'est pas les chapitres où je prends le plus de plaisir à me relire et à me dire là c'est bon. Bon, il y a un peu de fierté comme se dire: putain, t'as réussi à quand même. Non, mais je le renie pas. Mais par exemple, pour me faire plaisir, certains passages, tout, bon, plus maintenant, mais quand c'était en phase d'écriture, des fois je me disais: bon, allez, je vais relire tel chapitre pour me mettre en confiance et tout. Et il y a des chapitres où je me dis: bon, je sais que je sais que c'est bon, je sais qu'il y a une ambiance, je sais que ça va le faire. Quoi. Il y a un chapitre avec Vampire, qui est un personnage un peu sulfureux, qui est nouveau dans mes bouquins, que j'ai inventé comme ça. Bon, ce chapitre-là, le face-à-face entre Venturi et Vampire, je le trouve marrant, je le trouve efficace. Je sais qu'il a plu. C'est plus facile parce que c'est en cours de bouquin et on a déjà plus de background. Mais commencer par une scène comme ça, c'est pas évident. Et toi, Sonia, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur cet extrait? Eh ben, en fait, donc d'habitude, je le dis, je n'écoute jamais les extraits avant. Je les disais tout à l'heure en off aussi. Et mais là, j'ai pas pu attendre. Donc, je l'ai écouté hier. Donc, j'étais au travail, j'étais en pause. Et là, j'ai mon collègue qui était à côté de moi. Il fait: non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles? Vous êtes pas bien? Et du coup, c'est vrai que là, quand tu dis mettez un casque, je confirme parce que on entendait le souffle. Et là, avec le casque ce soir, en fait, au début, je me demandais si c'était mon cœur que j'entendais battre. Et on entend en fait le battement du cœur dans le casque que hier, je n'ai pas entendu. Et il y a tous les petits détails comme ça que Marie met et qu'on entend évidemment avec le casque. Ouais. Mais je sais que mon collègue, il est traumatisé. Hein. Ça, le lecteur de thriller est traumatisant. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non mais... Donc on le rappelle, À couper le souffle, voilà, chez Michel Lafon, d'Alexis Lesquer, qui est avec nous ce soir. Et il y a, si j'écorche pas votre nom, excusez-moi, Pink Prent, pardon, mais moi je vois les commentaires en petit à côté, qui nous dit: d'où est venu le goût pour les thrillers? Ce n'est pas écriture des plus faciles pourtant. Et elle nous dit: désolé, je suis arrivé en cours, mais pas de souci, on continue avec Alexis. Alors d'où est venu le goût des thrillers, Alexis? Je sais pas exactement, mais ça fait partie de ma culture. Moi, j'écoute de la musique un peu énervée, j'aime bien les films de genre, j'aime bien le street art, ce qui n'est pas tout le monde. J'aime bien le surréalisme, le mouvement Dada, enfin des trucs qui sont toujours un peu en marge, pas complètement révoltés, mais quand même un peu en marge de tout. Et la littérature noire, c'est ça, c'est une littérature qui est en marge, qui est d'ailleurs assez mal vue de la littérature blanche, de certains auteurs old school de littérature blanche. On n'est pas trop considéré quand même. Donc moi, je l'assume complètement. Je fais encore une fois ce que j'ai envie de faire et je procure les émotions que j'ai envie de procurer, de transmettre du mieux que je peux. Je me suis pas imposé ce style-là ou
je vais vous dire, je fais encore une fois, comme j'ai toujours fait dans ma vie, je fais ce que je veux. Je fais ce que Eh ben, j'aime. t'as bien raison en tout cas. Et de toute Merci, façon, on le merci à ressent toi. quand c'est forcé ou pas en auteur, quand on lit Je un pense. livre, on sent que c'est forcé, qu'il s'est obligé à écrire telle et telle scène et tout ça, les sentiments Ouais. et on le sent en fait. Donc, Et ça, j'en suis pas à convaincu. le garder comme ça. S'il y a des auteurs qui arrivent à vous emporter, et j'espère en faire partie, mais peu importe, c'est pas la question, c'est parce qu'il y a justement, ils sont emportés eux-mêmes. Ils y croient, etc. On peut pas simuler tout le temps. On peut simuler un peu, mais je pense que de livre en livre, quand on est fatigué, quand on est usé, quand on n'en peut plus, le lecteur, il le voit. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes habité, en fait. On est un peu habité, oui, bien sûr. Je pense qu'il faut être un peu habité. Il faut être un peu psychopathe aussi. dépassé par ses personnages, dépassé par ses scènes, dépassé par l'histoire qu'on raconte, et se laisser porter aussi un peu. Donc, si aussi on inverse le processus, si on rame vraiment pour faire avancer les choses, je ne sais pas si c'est très bon. C'est ça. Exactement. Donc d'ici quelques instants, on aura la question de l'invité. Mais avant, je tiens aussi à rappeler que tu fais partie de la Ligue de l'Imaginaire, hein, donc ce collectif d'auteurs. On a eu la chance d'avoir il y a quelques jours Johanna Gustafsson qui est venue nous présenter son livre Les morsures du silence aux éditions Calman Levy. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, ce collectif? C'est une bande de connards. Tu l'as dit en vrai, je pensais pas que tu le dirais en vrai. Non, c'est des gens que j'aime beaucoup et je les connais pas bien, et pas tous depuis longtemps, mais j'ai beaucoup d'amis proches. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ligue de l'Imaginaire ou pas, il y a quand même dans le milieu du polar une bonne ambiance. Il n'y a pas de rivalité, de couteau dans le dos. On mange tous le même gâteau, hein. Donc on aura de bonnes raisons de se tirer dessus et de se rivaliser, etc. C'est pas le cas. On est, je pense, assez conscient, on n'est pas trop bête et on est assez conscient que l'ennemi, c'est pas l'autre. L'ennemi, c'est celui qui lit pas. Oui. Et que c'est un ennemi commun. Donc, c'est plus intelligent de se mettre ensemble pour essayer d'inciter des gens à lire plutôt que de se tirer dessus, parce qu'il va pas nous faire vendre plus de bouquins. Donc, on a cette espèce de fraternité qui s'est matérialisée avec la Ligue de l'Imaginaire bien avant que j'arrive, puisque moi, j'y suis depuis 1 an. Et c'était à l'initiative de gens comme Bernard Werber, Henri Levenbruck, et d'autres. Ça s'est étoffé depuis, mais Bizien également. Et c'est le but. Là, le but, c'est de trouver un nouveau souffle avec l'impulsion d'Olivier Norek, de Nicolas Lebel, entre autres, de façon à ce qu'on ait des rencontres. Donc, il y en a une le 21 mars. Sur une péniche à Levallois, en région parisienne. Je m'excuse pour les gens qui habitent en province, c'est encore sur Paris, mais c'est promis, il y aura des initiatives en province, c'est prévu. C'est juste que voilà, c'était pratique de faire quelque chose rapidement là. On a eu cette initiative avant Noël le pire des Noëls, du rire médecin, donc pour les enfants hospitalisés, pour rendre leur quotidien un petit peu plus facile. Voilà, donc ça fait partie des initiatives qu'on va avoir, qu'on va renouveler pour certaines, celles qui ont fonctionné, dont le recueil de nouvelles. Il y en aura d'autres, pour faire connaître un peu la littérature de genre, pour lui donner, non pas ses lettres de noblesse, parce qu'il y a des auteurs qui arrivent très bien sans nous, mais pour contribuer, voilà, à populariser ce genre-là et à nous dédiaboliser un petit peu et à faire du bien à des associations si on peut. Ouais, mais en tout cas, c'est un très bon collectif. Et là, comme tu l'as dit, vous faites cette soirée donc le 21 mars aussi pour accueillir ces deux nouveaux, là, Sandrine Deston et Cédric Cyr. Voilà, deux nouveaux auteurs, voilà, aussi très. Moi, je ne voulais pas, mais je peux pas les blairer ni l'un ni l'autre, mais bon. Voilà, ça a été. Mais c'est pas toi qui décide. J'imagine même pas les soirées que ça doit être. Non, mais c'est un truc de fou. Non, vous ne pouvez pas m'imaginer, parce que c'est souvent un peu alcoolisé, et pourtant, il n'y aurait pas besoin. Non, je le connais assez peu, hein, je ne vais pas mentir. À chaque fois que je l'ai rencontré, on a discuté de façon très intelligente et enfin voilà, on a bien échangé. Je suis très content pour lui, parce que en fait, je l'ai lu depuis
et j'apprécie ce qu'il écrit. Et Sandrine, bon, c'est une copine que je connais depuis bien plus longtemps, et ça fait partie des gens que j'avais mis sur ma liste pour qu'elle soit élue. Donc voilà, j'avais mis Jacques Sausset en mec. Voilà, je suis tout à fait transparent. J'ai absolument rien évidemment contre Cédric Cyr. J'avais mis Jacques Sausset et Sandrine Destombes. Donc je suis 50% heureux, 50% satisfait. En tout cas, comme nous dit Dominique, on vous attend tous dans le Sud, effectivement, la Ligue de l'Imaginaire, ce collectif d'auteurs. Voilà, il n'y a pas que du polar, il y a polar, thriller, enfin c'est un petit peu de tout, mais en tout cas un très très bon collectif. Il n'y a pas que le Sud, Et effectivement, il y a Rennes aussi, oui, bah voilà, il y a, si tu veux, la Ligue de l'Imaginaire à Rennes pour Sonia, à La Ciotat pour Séraphine et à Marseille avec moi. Alors, en fait, le problème quand on fait ce genre de truc, c'est que les gens ils disent bah et moi, et puis alors ils te sortent des bleds et tu te dis bah ouais, mais bon, faut y aller. Marseille, c'est avec la nouvelle ligne qui vient de sortir là, c'est rapide. Il y a des gens, ils me sortent des trucs. Des fois, je leur dis, ils me disent, dans l'Ouest, vous venez pas dans l'Ouest? Je dis, bah, je fais Strasbourg. Ah ouais, mais non, dans l'Est, Strasbourg. Ah bah oui, non, mais moi, c'est à 200 km de chez moi. Ah, parce qu'en plus, il faudrait que j'aille dans l'Est, à côté de chez toi. Peut-être que moi, Paris-Rennes, c'est moins loin que Paris-Marseille. Ah, Rennes, c'est pas loin. Bah oui. Ah, bah voilà. Prochaine soirée. 3 heures Marseille, ouais. Il y a 3 heures Paris-Rennes aussi, je crois, 2 heures. En train, ouais, ça doit être ça. Parce que moi, de Paris pour venir à Marseille, j'avais mis 6h30 de Rennes. Oui, bah oui, mais parce que oui, mais parce que le train, il fait le tour de France pour venir à Marseille. Rennes, Paris, Marseille, bon. Ce que je te propose, Alexis, bah, c'est de lancer le jingle pour la question de l'invité. Et alors, pas vu. Je me doutais qu'il ne durait pas longtemps ce jingle. Ah non, mais c'est pour ça, les jingles de l'émission ne durent pas longtemps. Il y a que le générique qui dure un peu plus longtemps, le temps que les gens se connectent, tout ça, mais sinon, celui-là, il dure 10 secondes. Normalement, il y avait la promotion livre. Ouais. Non, mais là, il s'est dit, j'ai pas le temps. Pendant la question, tu auras peut-être le temps, je sais pas, suspense. Ouais. Donc, on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, que mercredi dernier, on a reçu dans cette émission Romain Puertolas pour son livre « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès » aux éditions Albin Michel. On lui a dit, on reçoit ce vendredi Alexis Lebsker. Quelle est la question que tu as envie de lui poser? La voici. Ah ben Alexis, je sais que tu es un grand champion de poker et un grand écrivain. Donc j'aimerais, et puis là c'est une question facile, mais j'aimerais savoir si, et comment tu fais, mais si ton actif, on va dire, de joueur de poker et donc de bluffeur, eh bien comment ça t'aide en fait à écrire tes livres et quelle est la manière, quelle est la part du bluffeur et de poker et la part de l'écrivain dans tes romans? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, c'est vrai que ça joue beaucoup, mais l'intérêt que j'ai de base pour le bluff, ce qu'on appelle le bluff en général, c'est un peu galvaudé, mais tout ce qui est manipulation, mensonge, etc., ça m'intéresse beaucoup. Donc on le retrouve dans mes bouquins. C'est évident. J'ai développé pour jouer au poker, pour me perfectionner des techniques qui sont assez propres au mentalisme, mais également à la psychologie, synergologie, PNL, etc., qui dépassent complètement le poker, qui ne sont pas du tout utiles au poker, en fait. Enfin, une toute petite partie qui est utile au poker, mais ça m'intéressait tellement que voilà, je me suis intéressé à ça en général. Et du coup, il y a des techniques que j'utilise pour manipuler mon monde dans l'écriture. Il y a des mots que j'utilise qui sont pas forcément parfait au niveau de la sémantique, c'est-à-dire que c'est pas exactement le mot qu'il aurait fallu peut-être employer, mais je sais que ça va faire naître une idée dans le cerveau du lecteur. Il va se dire il me parle de ça, ça veut dire ça. Et si le lecteur a lui-même fait germer la fausse piste, c'est magnifique. Moi, il a fait tout le travail, donc c'est extraordinaire. Ça ne marche pas malheureusement avec tout le monde, mais le peu de gens avec qui ça marche, là on les a complètement possédés. Donc, je m'efforce de développer ce genre de petits pièges le plus souvent possible. Voilà. L'exemple que j'utilise, je donne souvent, qui est en plus pas très bon, faudrait que j'en trouve un autre, mais c'est quand je dis comment diable pourrait-il, voilà. Et que 3 pages après, je vais parler du diable, les gens vont se dire oh là là, voilà. Donc, j'insinue petit à petit, à toute petite dose, la fausse piste ou au contraire la piste que j'ai envie
d'imposer à mon lecteur, mais sans qu'il s'en rende compte, de façon vraiment insidieuse. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris, oui, sur des techniques dérivées du poker. Et j'avoue, ça fonctionne parce que je me suis fait avoir. Eh ben, merci beaucoup donc pour cette réponse. Il y a juste une question qui te demande, vous laissez-vous parfois, Alexis, surprendre par vos personnages qui ne réagissent pas comme vous l'aviez prévu? Eh bien oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que oui, ça m'arrive. Parfois, ils dérapent. Des fois, ils sortent des vannes eux-mêmes. Et je me dis, c'est drôle. Voilà. Et même les personnages Venturé et Mentalo, à l'origine, ils étaient un peu plus lisses que ça. Et leur personnalité s'est imposée à moi. Alors, je vous ai passé évidemment pour un fou en disant ça, mais je suis pas le seul auteur à avoir ce sentiment-là. Parfois, quand on écrit les dialogues, on a l'impression que on retranscrit juste quelque chose, on retranscrit une scène, mais on l'invente pas. On n'a pas l'impression de l'inventer. C'est un peu particulier, mais oui, c'est vrai, on se laisse déborder. Moi, je me laisse déborder. Ouais. Ça fait penser un peu à l'écriture automatique. On a un Oui. message de l'au-delà et puis hop, ça s'écrit tout seul, quoi. Mais bon, quelle est la part d'inconscient qui travaille, etc. Sans parler de trucs au-delà, mais donc c'est vrai que ça peut rejoindre un peu l'écriture automatique, cadavre exquis, des trucs comme ça. Mais là, ouais, c'est vrai, ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive assez souvent. Surtout les bouquins, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'accord. Alors, il est temps maintenant pour toi de poser la question à l'invité prochain. Donc, on le rappelle que ce mercredi prochain, le 19, on recevra donc Sophie Debaer qui viendra nous parler de son nouveau roman aux éditions J.C. Lattès, Le secret des mers. Donc voilà, encore une auteure à découvrir dans cette émission. Alexis, quelle serait ta question pour Sophie? Alors moi j'ai une question un petit peu compliquée parce que c'est une autrice de littérature blanche, donc c'est quelque chose que je connais, j'ai quand même beaucoup lu, mais qui m'est pas familier tout de suite comme ça. Et justement, je voulais savoir quelle était la part de vérité qu'on donne dans un livre, quelle est la part de soi qu'on livre, et en même temps comment on arbitre avec la part de pudeur qu'on a en tant qu'être humain. Donc comment on fait ce savant équilibre entre pudeur et l'envie de donner de soi. Voilà, c'est une question peut-être un peu compliquée, mais je l'assume complètement. Bah, tu as bien raison, et en tout cas, c'est une question qu'on lui diffusera donc ce mercredi 19 mars pour cette présentation de son livre Le secret des mers. Sonia, qu'est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots sur ce mot, pareil? Sur ce livre, pardon. Une auteure que je ne connaissais pas du tout, et j'ai adoré sa plume. Elle est poétique et tout ça, mais elle est très prenante. C'est une histoire qui m'a passionnée, en fait, et j'ai plongé dedans. Franchement, moi, je ne suis pas très littérature blanche aussi, et franchement, là, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, et de toute façon, je lui ai envoyé un petit message en privé pour lui dire, et donc voilà, quoi. Donc, hâte de la voir mercredi pour lui dire tout ça. Eh ben, en tout cas, on vous invite donc à venir suivre cette émission. Donc, ce mercredi, on rappelle en direct sur Facebook et Instagram, le mercredi et le vendredi à 19h30. Voilà, comme Alexis, les auteurs viennent, vous posez vos questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais tout de suite, ça va être le portrait de Séraphine. Il va être temps d'accueillir Séraphine. Le principe, Alexis, je laisse Séraphine te l'expliquer, qui est avec nous, Séraphine. Ça va, Séraphine? Oui, ça va impeccable. Allez, juste 30 secondes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alexis, sur le live que tu viens d'écouter, parce que je te vois prendre des notes, je te vois vachement écouter attentivement. Oui. Ah bah oui, tant qu'à faire, attends, je fais ça sérieusement. C'est le grill de l'émission, comme on a dit. Hein. Voilà. Je vais peut-être y aller, moi. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu avais dit. Tu avais dit que tu partirais pendant le générique. Non, ce que je peux dire, c'est que je suis assez fière, je suis super contente parce que tu t'es déjà relativement livrée. Je m'attendais, c'est pareil, enfin encore une fois, c'est un a priori complètement ridicule, mais avec le poker, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de retenue, à ce qu'il y ait justement un peu la poker face je parle mais je me dévoile pas. Et non, je pense j'ai trouvé que tu avais mis beaucoup de toi et j'étais agréablement surprise, c'est chouette. Eh ben, écoute, on lance ton jingle et nous t'écoutons. Ah ouais, il y a le jingle. Si je mets pas son jingle, elle va râler. Excuse-moi. Allez, on vous laisse.
Voilà, juste le temps que tu boives une petite gorgée et on est impeccable. Nickel. Impeccable. La seconde près. C'est ça, c'est parfait. C'est parfait. Là, justement, pour rebondir toujours sur le poker, c'est que tu as dit tout à l'heure que le poker, c'était pas compliqué, c'était un jeu d'intelligence et de stratégie. Et en fait, je me dis que c'est peut-être de ça, de ces deux outils dont tu t'es servi pour écrire. Parce que le polar et le poker, est-ce que ce serait ça le point commun entre les deux? Oh, non. Alors, il y a un point commun il y a un point commun justement sur la façon d'aborder le poker de façon sérieuse pour gagner et d'écrire un polar, au-delà de ce que j'ai dit sur le bluff, etc. Hein, c'est de structurer sa pensée. Le poker, c'est pas un jeu d'instinct. Hein. C'est pas du tout un jeu d'instinct. C'est un jeu très rationnel où il faut prendre des décisions en fonction d'éléments très rationnels, en s'aidant parfois de ce qu'on voit, de ce qu'on peut sentir, mais pas de façon instinctive, de façon objective. Encore une fois, c'est ce qu'on a observé. Donc tout ça, c'est très terre à terre. Le seul truc qu'on maîtrise pas, c'est la chance. Il n'y a pas de facteur chance évidemment quand on écrit. Mais le point commun, ça serait plutôt d'être parfaitement carré dans sa tête et de savoir pourquoi on sort cette phrase-là à ce moment-là. Et pourquoi, le pendant, c'est pourquoi on mise ce montant-là à ce moment-là. C'est savoir pourquoi on agit, quoi. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne réfléchissent pas à la conséquence de leurs actes. Dans les deux, je sais pas, j'ai pas lu beaucoup d'auteurs pas édités ou de choses comme ça, mais au poker, des joueurs qui n'ont rien à faire dans le poker, c'est parce qu'ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas aux conséquences de leurs actions. Et du coup, quand tu joues au poker, les joueurs, tu les as en face de toi. Donc, comme tu disais tout à l'heure, avec la morphopsychologie, ça te donne des indications. Mais quand tu écris et que tu veux faire passer quelque chose au lecteur, tu n'as pas ces indications-là. Est-ce que tu les imagines en train de lire? Est-ce que tu les imagines? Est-ce que tu imagines la morphologie de leur visage quand ils te lisent? Ah non, mais c'est pas possible parce que moi j'ai eu la chance de vendre un peu plus qu'à trois bouquins, tu vois. Donc j'ai la morphologie, j'ai un peu tout. Non, alors déjà, je voudrais casser une idée reçue. Il n'y a pas énormément d'informations à tirer à une table de poker. À partir du moment où tu joues à un certain niveau, les gens ils ont compris. Ils se grattent plus la tête, ils font pas du cinéma. C'est très utile contre les amateurs, contre les gens qui jouent de façon récréative, parce que par définition, ils s'en foutent un peu, ils n'ont pas travaillé leur jeu, ils vont pas en plus travailler leurs émotions à la table de poker, ils sont là pour s'amuser. Donc là, tu peux voir des choses. Mais quelqu'un qui joue de façon professionnelle, il va absolument rien te montrer. Donc c'est difficile. Ensuite, je joue moi beaucoup sur Internet, et sur Internet, par définition, tu vois pas les gens. Donc je mentirais si je disais que tu sens pas des choses parce que la vitesse de jeu, etc., tu finis par, avec l'expérience, comprendre dans quel état d'esprit l'autre est, notamment si tu l'as un peu agacé, tu vois, tu sens, tu peux sentir ce genre de choses, mais ça à transcrire dans le polar, c'est quand même compliqué. Moi, quand j'écris, je me dis ça marche ou ça marche pas, mais voir leur tête, visualiser les réactions, non, ça va pas jusque là quand même. Non. Et tes personnages, du coup? Parce que ils sont extrêmement différents. Venturi, il est, comme tu dis tout à l'heure, il est bourru, il est borderline, il est extrêmement exigeant, il est pointu. Et elle est plus ingénue, tu as dit, elle manque de confiance en elle, voilà, elle est hésitante mais elle est extrêmement brillante. Et du coup, ce contraste entre les deux, je voulais savoir si ces deux personnages pouvaient être éventuellement les deux faces de la pièce, les deux faces de ta personnalité. Non, je pense pas quand même. On a tous une part d'hésitation, de timidité et d'assurance et d'audace. Ça s'équilibre différemment chez les uns et les autres, bien sûr. Tous mes personnages m'empruntent un petit peu, mais je suis pas. Non, je suis ni l'un ni l'autre, ni les deux réunis. J'ai vraiment créé ces personnages-là en sachant que lui, il m'emprunte un peu ce côté pressé, un peu pas râleur parce que, mais c'est pressé et comment on dit, impatient, voilà. Il est impatient comme moi et elle a peut-être mon manque d'assurance d'il y a quelques années, ouais.
Voilà. D'accord, C'est ce donc que ouais, c'est tu peut-être serais inspiré de certains de tes traits, mais c'est pas pour autant. l'impression, mais inconsciemment, c'est probable. Oui, Inconsciemment, c'est probable. Je me suis pas dit, tiens, je vais lui filer mon côté râleur et puis elle, non, j'ai pas fonctionné comme ça. Mais par contre, je sais qu'il m'emprunte un petit peu, oui, évidemment. forcément. Pardonne-moi. Et du coup, tu dis que c'est inconscient. Est-ce que c'était inconscient aussi? Mais je pense pas. On a Victor Venturi, on a Olivia Montalver. Est-ce que c'est le V de la vérité que les lecteurs sont censés découvrir ou le Non. V de la violence pour les préparer? Eh ben, c'est la première fois qu'on me pose cette question et c'est pas du tout un hasard. Pourquoi Victor Venturi? Parce qu'il y a l'allitération en V qui est agressive. Même visuellement, ça fait deux V, ça fait deux dents, deux crocs. Victor Venturi. Venturi, c'est une marque de voiture rapide, mais bon, ça personne s'en souvient, mais c'est surtout Lino Ventura, le type bourru qui fait la gueule, qui met des pains plus qu'il n'embrasse des gens, qui sort pas beau. Enfin voilà, c'est le colosse, quoi. Tout le monde ne se souvient pas de Lino Ventura, mais il a quand même marqué son époque. Et justement, son époque, c'est un peu passé. Et Venturi, c'est l'homme du passé aussi. Donc tout est cohérent. Là, on parlait d'influence et de PNL et de manipulation. Ben, on y est, hein. On est en plein. C'est que le nom de mon personnage colle exactement au personnage. Et Olivia Montalver, Olivia, elle s'appelle Olivia, c'est pas un hasard, c'est le symbole de l'appel, arbre de l'appel, Olivier. L'olivier, bah, c'est noir ou vert, les olives c'est noir ou vert, mais vert, déjà, on introduit cette première couleur. Elle s'appelle Montalver. Mont, c'est une montagne, c'est l'inverse de la cave. Donc c'est au vu de tous, une montagne c'est sacré, c'est en plein jour, c'est positif. Et vert, on retrouve la couleur de l'agrément, de la paix, du oui. Donc tout va être facile avec elle. Et ce qui est rigolo, c'est que tu l'as remarqué, c'est qu'il y a deux allitérations en V dans les deux. Il y en a une qui passe Olivia Montalver, alors que lui c'est Victor Venturi. Oui, il y en a, Voilà. oui, il y en a une qui pique, Exactement. il y en a une agressive et donc le but, c'est que rien qu'avec leur nom, les gens se disent, elle va être comme ça et lui va être comme ça. Oui, ce qui est vrai Voilà. en plus. Ah, d'où l'importance du nom des personnages, c'est fou. C'est fou. Alors je ne l'ai pas fait pour tous les personnages. Il y a des personnages où je me suis dit, je vais l'appeler comme ça, puis peu importe. Mais là, quand c'est des personnages où je sais que ils vont porter le livre, je me casse un peu la nénette pour que ça apporte une idée. Alors c'est pareil, il y a 95% des gens qui m'écoutent ce soir qui vont dire, moi, ça n'a pas du tout marché sur moi. Peut-être. Déjà, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, c'est inconscient. Et si ça n'a pas fonctionné sur eux, c'est pas grave. Bah, dans ce cas, il s'appelle Victor Venturi, Olivia Montalver, il fallait bien les appeler d'une façon ou d'une autre. C'est pas grave. Mais pour tous ceux chez qui ça a marché, j'ai gagné des points. J'ai réussi à être cohérent avec l'idée que je voulais émettre d'eux. Oui, de toute façon, puis ça reste le cow-boy et Mantalo, donc à la limite, leur nom, voilà, ça reste. Le Mantalo, c'est pareil. La Mantalo, c'est vert, donc elle s'appelle Montalver, et l'Olivia, c'est vert. Tout est vert avec elle, parce que c'est le feu vert, c'est la couleur de l'agrément. Oui, donc puis on ça sait que c'est ça va son être. surnom, donc c'est une couleur douce, le vert, c'est pas. Voilà. C'est cohérent. Et en fait, les deux premiers, ça n'a rien à voir. Ils arrivent dans le troisième de tes romans. Et comment ça se fait qu'ils sont récurrents maintenant? Est-ce que c'est toi qui t'es attaché à eux ou les lecteurs ou les deux? Oui, déjà, je me suis attaché à eux, mais j'en ai rien à foutre de ce que les lecteurs pensent. Non, c'est pas que j'en ai rien à foutre. C'est que si je pense que c'est pas bon de les reprendre et que tout le monde me dit on les veut, c'est moi qui vais décider et les lecteurs vont comprendre pourquoi. Mais moi, je pense que écouter le lecteur pour faire quelque chose qui correspond pas à ce que j'ai envie, c'est pas une bonne idée. Il faut que je continue d'être cohérent et c'est ma cohérence et ma sincérité et mon honnêteté qui vont séduire le lecteur plus qu'il ne l'imaginait au départ. Donc là, ce qui a marché, c'est que ces personnages, ils sont compatibles d'histoire en histoire. Ils collent complètement. Ils passent pas au forceps. C'est pas compliqué. Mais si j'avais repris Elisabeth Guardiano, c'est compliqué du Mangeur d'âme. Parce qu'elle traîne un truc, elle est façonnée pour ce bouquin. Et puis, Simon Verne, avec ses pourcentages, au bout de 3 bouquins, il aurait saoulé tout le monde. C'est rigolo sur un bouquin. Mais si au bout on aurait dit, c'est bon, et les pourcentages,
les probabilités, on a compris qu'il était joueur de poker. Déjà, il aurait fallu que je le rappelle aux nouveaux. Il est joueur de poker, donc il réfléchit comme ça. Faut pas, voilà, donc ça aurait été un peu lourd pour les gens qui l'ont déjà lu. Et puis bon, n'importe quoi de nouveau, il réfléchit en pourcentage, voilà. Là, Mantalo et Victor Venturi, ils s'envoient des vannes. Les vannes, elles sont nouvelles à chaque fois, et on découvre, on confirme leur complicité et on se marre avec eux ou pas. Mais en tout cas, voilà, là, leur complicité, elle vit, elle évolue. Voilà. Et ma dernière question, elle a voilà, rien à voir, entre guillemets, parce que on revient sur le jeu quand même, parce que, ouais, joueur de cartes, ok, ça c'est bon, on a compris, mais joueur de jeu de rôle aussi, t'es rôliste? Ouais. J'ai un peu lâché l'affaire. Henri Levenbrück avait monté une partie avec Nicolas Lebel, Nico Takian, il y avait qui d'autre, enfin peu importe, Olivier Ball, moi et puis lui. Et on a fait ça pendant 3 ans. Ça nous a bien occupé. Mais là, j'ai un petit peu lâché l'affaire parce que j'ai pas trop de temps, donc j'aimerais bien faire des petites aventures d'une ou deux sessions, une ou deux soirées. Mais par contre, oui, quand j'étais adolescent, alors en fac et puis toutes mes premières années de travail, là, c'était complètement fou. On jouait 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Et du coup, je me demandais. Des campagnes énormes, des trucs de fou, ouais. Plein de jeux de rôle. Et j'ai eu un magasin de jeux de rôle. J'ai tenu un magasin de jeux de rôle. Allez, ah bah oui, d'accord. Ah oui, donc tu les as tous testés en plus. Non, pas tous testés, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, mais j'ai eu un petit qui s'appelle Fireball, qui est dans le 6e arrondissement. C'était le concurrent de Love Cube et de Star Player, pour ceux qui connaissent. Dans le 6e en plus, ça se trouve, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me il y avait une petite salle, c'était un ancien restaurant, il y avait une salle où on pouvait justement faire des démonstrations de jeux de plateau, de jeux de cartes, et puis de jeux de rôle. Ouais, ça me parle. Enfin, bref, c'était pas la question. La question, c'était quelle classe tu jouais. Je me demandais si tu étais. Dans Donjons Dragons dans les jeux de rôle en général. Donjons Dragons, j'étais guerrier prêtre. 25-22, je crois. J'étais monté très haut. 25-22, j'avais un guerrier qui était monté, je sais plus, 28, je crois, un truc hallucinant, mais on jouait tout le temps, alors on montait des niveaux. Et il s'appelait Aquitaine. Ouais, il s'appelait Aquitaine. Je me souviens du nom de mes persos, ouais. Cyberpunk. C'était la question suivante. Cyberpunk, mon personnage, il s'appelait Timothy T. Tinkertrain. Fallait l'inventer, celui-là. Wow. Et Cthulhu, il s'appelait. Alors, le dernier, il s'appelait Steve Stevens. Encore des allitérations, c'est ton truc. Ouais, toujours. D'accord. Ah, c'est marrant parce que moi, je t'aurais vu magicien voleur. Non, c'est chiant. Oh là là, c'est chiant. Oui, pareil. Ah ouais, c'est chiant. Tu peux pas. Il faut toujours t'écarter pour lancer tes sorts. Il te manque toujours un ingrédient. Dès que tu te fais taper, c'est fini. C'était un fonceur, donc c'est guerrier. Non, guerrier prêtre, c'était pas mal parce que je pouvais soigner les autres et puis je lançais des sorts quand même. C'était pas mal. C'était Advance Donjons et Dragons. C'est vieux, hein. Ah oui, bah oui. Mais on n'est pas jeune en même temps. On n'est pas tout jeune. Et Cthulhu, on est en Chaosium. Système Chaosium. C'est des pourcentages. C'est terrible. Mais voilà, c'était ma dernière question, parce que du coup, on a parlé beaucoup du coup de livres et du poker, mais voilà, t'es un joueur au-delà du poker et du fait que tu en aies fait une grande partie de ton métier, t'es un joueur de toute façon et t'as commencé du coup très tôt. Et c'est ça que je voulais montrer. Alors, c'est marrant parce que les règles de c'est Donjons et Dragons où j'ai le plus joué, mais je connaissais les règles par cœur et j'avais trouvé des failles dans les règles qui faisaient que il y avait un truc qui s'appelait un sort qui s'appelait Weighty Chest et ça donne à un objet magique le poids 1 des 4 plus 1 fois le poids du gars qui veut le porter. Donc si tu lances ça, le gars il porte 5 fois son poids, il peut pas le porter. Donc voilà, donc c'est un sort qui sert strictement à rien, si ce n'est qu'on ne va pas te voler ton sac, quoi. Et je me suis dit, mais si je le fais sur mon épée, le mec il se prend mon épée dans la gueule et ça lui fait 1 des 4 fois son poids dans la gueule. Bah oui. Et bah oui. Et bah il a fallu qu'on trouve une astuce parce que en fait je tuais systématiquement du premier coup. Bah oui. Bah oui, c'était mort immédiate. Donc il a fallu bannir ce sort.
Et ce qui est marrant, c'est que dans l'édition d'après, ils ont dit ça ne peut pas être mis sur une arme. Oh, joli. Ah, joli. Voilà, donc et c'est déjà cette volonté d'essayer de tout décortiquer pour essayer de comprendre comment ça marche et trouver les failles et tout. Voilà. Et après, ce qui a donné le poker, en fait, mon intérêt pour le poker. Oui, et finalement qui a rebondi sur le thriller, sur justement cette façon de devoir décortiquer des scènes, de devoir, de devoir aller au plus profond de Dans le détail. la violence et de profondément. Ben voilà, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Je pensais pas qu'on parlerait du sort Weighty Chest ce soir, ni même un jour, en fait. Et ben voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Bon, tu vois, en fait, que c'est, comme dirait tout le monde, c'est un grill gentil et que les auteurs parlent de choses qu'ils auraient jamais espéré parler. Et en plus, ça fait réagir ce que vous avez dit. Parce que, effectivement, il y a Johan qui dit le guerrier, il n'y a rien de mieux, fonce dans le temps pendant qu'on fait en sorte que tu t'en sortes. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, merci à lui. Il y a Sandrine Lerebourg qui est avec nous. Qui nous dit bonsoir, il va falloir revenir Alexis au salon de la Cigogne à Moult dans le Calvados car mon dernier livre ne sera pas dédicacé. Merci de m'avoir conseillé Anouk Schuttenberg, j'adore ses livres. Voilà, on embrasse aussi Anouk ce soir. Qui a sorti In Extremis aux éditions Récamier. Là, il est sorti là, je crois, aujourd'hui ou hier, pareil. Ouais. Voilà, donc super. Elisabeth qui nous dit c'est l'effet grill de Séraphine. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire de ce grill, Alexis, pour assurer les auteurs ou leur faire peur, puisque toi, tu es plus dans vouloir le faire peur. Alors, en grill, elle est toute fanée, Séraphine. Hein. C'est pas du tout là. Non, ça marche pas du tout son truc. Non, elle est. En fait, on sent une énorme complaisance, bienveillance, voilà, je vais y arriver, et une passion. Donc, c'est pour le grill, ça le fait pas du tout. Déjà, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Excusez-moi, mais malheureusement, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ça n'a pas marché une seule seconde, votre truc. Mais non, mais c'est agréable. Je ne pensais pas, effectivement, comme j'ai dit, parler de jeux de rôle ce soir. Surtout pas de nom de personnage et de nom de sort. Voilà, comme quoi tout est permis dans cette émission, et comme nous dit Tali, avec le grill de Séraphine, on ne se doute jamais des sujets qui seront abordés, mais c'est toujours fait avec pertinence. Voilà, donc merci Tali. Voilà, donc en tout cas, on rappelle, Alexis était avec nous ce soir pour nous parler de ce livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. Voilà, un livre qui est sorti hier, donc n'hésitez pas à courir en librairie. Hein. Sonia nous envoyait des photos tout à l'heure où il était en tête de gondole au Super U de Bordel. Donc voilà, donc courez. Ouais. Courez en librairie le prendre parce qu'il est vraiment très intéressant. Je vous invite à revoir la rediffusion si vous l'avez pas vu de ce live pour entendre l'extrait de Marie, pour entendre la chronique de Sonia qui était vraiment très 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 pertinente. Et puis bien entendu, je vois c'est la tête de Séraphine effectivement. Mais on n'a pas eu ton avis, tiens Séraphine, sur cet extrait. Je te voyais faire ça, je te voyais. Parce que moi je vois les coulisses. J'ai sursauté et puis les mots, le choix des mots, moi c'est, je suis hypersensible, hein, moi le choix des mots, je visualisais, c'est horrible. C'est horrible. Donc du coup, j'avais les poings serrés pour pas m'imaginer en train de, avec du sang sur les doigts. C'est terrible. Là, typiquement, tu vois, je rêverais de te lire, mais celui-là, je sais que je pourrais pas. Alors, je suis désolé, hein, je vais pas faire mon mec très très commercial, mais c'est le moins pire de tous. Non, Hurlement, il est quand même pas mal. Hein. Hurlement, c'est le plus dur. Et non, c'est de tous ceux que j'ai écrits, les deux premiers, ça va. Mais enfin, surtout et avec votre esprit, ça va. Mais de la saga Aventurier Mentalo, c'est le moins pire, oui. Ouais. C'est le plus grand film, quand même. Écoute, voilà, donc si vous voulez découvrir vraiment l'ensemble de la bibliographie d'Alexis, vous le retrouvez sur Facebook et sur Instagram. En tout cas, voilà, on a passé un très bon moment. On rappelle que vous pouvez reçuivre cette émission sur Facebook et YouTube le mercredi et le vendredi à 19h30. En tout cas, merci. Sonia, je te laisse le mot de la fin, juste rapidement avant de rappeler qui viendra la semaine prochaine. Voilà. Donc je sais, donc on a appris qu'il avait été joueur de jeux de rôle, joueur de poker, et c'est un joueur, je pourrais rajouter, c'est un joueur de mots et un joueur de sentiments, parce qu'il nous retourne comme il marque, retourneur de cerveau, et là franchement, ça ne peut pas être mieux trouvé, je pense. Ah, merci à toi. Beau compliment. Séraphine, qu'est-ce que tu veux rajouter?
rien de spécial. Enfin, pareil, c'était un super échange. Moi, j'aime bien pouvoir aller gratter et puis permettre à Alexis de parler d'autre chose que toujours les deux sujets principaux. Et du coup, je suis assez fière de nous. Eh ben, en tout cas, merci à toi. En tout cas, merci beaucoup, Alexis, d'être venu dans cette émission, partager avec nous ton univers. On a passé un agréable moment. Et puis voilà, en tout cas, on rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Tu es en salon prochainement, hormis le 21 pour la soirée de la Ligue. Je suis en salon tout le temps. Ouais. Je suis en dédicace ce samedi à la Griffe Noire. Oui, ça c'est chez Collard. Je suis très très fier d'être invité là-bas. Très heureux. Et puis sinon, Quai du Polar, Lens. Je suis très content d'être à Lens. J'adore ce salon vraiment. Je serai à Sens chez mon ami Jacques Sausset un peu plus tard. Enfin oui, j'ai un calendrier assez chargé. Ouais. Ouais, et c'est quand Lens? Lens, c'est début avril, je crois. Ah, parce qu'il y a c'est au Quai du Polar, donc on se verra à Lyon les 3, 4, 5, 6 avril. Attends. Là, tu veux des dates, mon petit bonhomme, je vais t'en donner des dates. Ah, donne-moi des dates. Je sais que Lyon, c'est 4, 5, 6. Non, mais vous avez des dates, j'ai les miennes, monsieur Ladin. 21, Fnac Créteil. 22, 23, Polar Lens. 28, 29, 30, Montaigu. Le 3, donc c'est 3 avril, je suis à Saint-Étienne. 4, 5, 6, Quai du Polar. 11, 12, 13, Livre Paris. Ah, vous l'aviez pas vu celui-là, vous l'avez pas vu venir. 27, Bercy. 30, 31, 30 premier, pardon, Plessis Robinson. Le 3, je ne sais pas où, j'ai marqué Saint-Pierre-des-Fleurs. Je ne sais pas où c'est. Voilà, vous en voulez d'autres? Écoute. Je vais avoir 70 dates dans l'année bloquée. Pas loin. Voilà. Écoute, quand on écrit ce que tu écris, en tout cas, on peut espérer venir te voir, donc on se verra à Lyon. Je vais vous dire, c'est peut-être un peu fatigant et tout, c'est de ne pas être chez soi et tout, mais c'est un vrai bonheur. Moi, j'imagine bien. La fatigue, tout ça, je m'en fous. Il y a des gens qui, du matin au soir, disent « Oh, j'adore ce que vous faites ». Franchement, et vous connaissez beaucoup de métiers où c'est ça, quoi. Parce que tout le monde n'aime pas ce que j'ai fait, mais ceux qui n'aiment pas, ils ne viennent pas. Donc, voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Donc voilà, suivez Alexis sur ses réseaux pour justement avoir toutes ces dates, plus de 70 dates arrivées encore en 2025, et je suis sûr que tu as peut-être déjà des dates pour 2026. Sonia, on rappelle rapidement pour ceux qui nous suivent qu'on sera avec, donc il est là, Sophie de Baer ce mercredi prochain, donc mercredi 19, pour son livre aux éditions J.C. Lattès, Le secret des mers. Donc voilà, en tout cas un livre à découvrir avec la chronique de Sonia, l'extrait de Marie, toujours le grill, le barbecue à chamallow comme on veut de Séraphine. En tout cas, on a passé un très bon moment. Merci à tous d'avoir été là. Et je dirais effectivement, comme dirait Sandrine, voilà, donc j'adore ce que vous faites. Donc vraiment, merci Alexis. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Allez, je vous dis donc très très bientôt, très bon week-end, je peux le dire, on est vendredi. Donc passez un bon week-end, passez une bonne semaine et on se dit donc à mercredi. Ciao, ciao. À mercredi. Bon week-end.